Bonjour à tous et bienvenue au campus universitaire. Le lycée Renaudot a le plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui va être animée par monsieur Laurent Lehoucq. Alors comme vous le savez, Laurent Lehoucq est astrophysicien au CEA, commissariat à l'énergie atomique, à Saclay. Il est professeur à l'école polytechnique. Il est également chercheur à l'IRFU. L'IRFU, c'est l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Ça rigole pas, hein? Monsieur Lehoucq est également connu pour ses ouvrages de vulgarisation et pour ses analyses des grands films de science-fiction. Je pense notamment à Star Wars, Interstellar et plus particulièrement aujourd'hui à Gravity. Monsieur Lehoucq, au nom du lycée Renaudot, je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de sciences à Cholet. Alors vous êtes à peu près, un peu plus de 250 jeunes dans cet amphi. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes issus de classes de terminale, qu'elles soient scientifiques, technologiques ou professionnelles. Il y a également quelques étudiants de BTS et mes jeunes qui suivent la formation au brevet d'initiation aéronautique, qui sont particulièrement intéressés par cette conférence, puisqu'il va être question d'espace, et c'est un milieu qu'ils connaissent bien. Vous allez donc assister à un cours de physique, encore un cours de physique un peu particulier, j'ai envie de dire un cours de physique qui change un peu de l'ordinaire, j'ai envie de dire un cours de physique extraordinaire. Le contenu de cette conférence, le contenu de ces cours n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il traite d'une partie du programme des classes de terminale, à savoir la mécanique newtonienne. Et parmi les lois de Newton, il y en a une que vous connaissez parfaitement bien, puisqu'au moment où je vous parle, elle vous tient scotché sur le siège sur lequel vous êtes assis, puisqu'il s'agit de la gravitation, enfin la loi de gravitation universelle. Alors la gravitation, le film Gravity, vous l'aurez compris, Laurent Lehoucq s'est emparé de ce film. Il l'a décortiqué sous tous ses angles, il l'a analysé avec l'œil d'un chercheur pour essayer de démêler le vrai du faux, l'imaginaire du réel, mais l'objectif étant toujours parler de science. Alors avant de donner la parole à Laurent Lehoucq, je souhaiterais remercier la communauté d'agglomération du Choletais pour la mise à disposition de cet amphi. Je souhaiterais remercier particulièrement le campus, le personnel du campus universitaire pour son accueil et sa disponibilité. En fin de conférence, je vous rassure, il n'y aura pas d'interrogation écrite ni d'évaluation. En revanche, on a prévu un moment d'échange entre vous, lycéens, et M. Lehoucq. Embarquement immédiat, attachez vos ceintures, direction l'ISS, la Station spatiale internationale. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci Monsieur Jachinovic pour cette introduction, cette présentation. Donc c'est un plaisir d'être invité régulièrement pour donner des conférences de sciences, parce que ça sera, vous avez compris, une conférence de sciences, même si j'utilise les sciences, enfin plutôt la science-fiction, ou disons les supports de l'imaginaire en général, plutôt cinématographique, parce que c'est souvent les choses que vous avez plus vues. Est-ce qu'il y en a qui lisent de la science-fiction dans cette salle? La science-fiction littéraire. Ouais. Bon, pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui voient de la science-fiction au cinéma? Ou bien, plutôt, est-ce qu'il y en a qui ne voient pas de la science-fiction au cinéma? Voilà, pareil. Donc ça veut dire que c'est plus facile de parler d'un film, parce que vous le connaissez probablement. Gravity, vous l'avez certainement vu, la plupart d'entre vous l'ont vu. Qui n'a pas vu Gravity dans la salle? Voilà. Bah, en même temps, on vous a fait une projection, hein, donc c'était facile, moi j'avais la bonne réponse. Typiquement, des films comme Gravity, comme Interstellar, évidemment Star Wars, Avatar, etc. Ces films-là, ils sont vus pour des populations comme de vos âges, ils sont vus par quasiment 90% du public. Donc c'est extrêmement pratique de s'en servir comme point de départ pour parler de science, même si souvent la science que l'on voit dans ces films est mal traitée, au ce sens qu'elle n'est pas correcte. Dans Star Wars, c'est une catastrophe, tout est faux, mais on s'en fout. Le film est bien, pas parce que la science est bien, le film est bien ou pas bien d'ailleurs pour d'autres raisons que la science qui est traitée dedans. Moi, je peux m'en servir pour faire de la science et quand je dis faire de la science, à la fois exposer les résultats de la science, ça c'est une première chose, c'est ce qu'on nous apprend aussi en cours. Donc, voir si ce que l'on nous montre ou constater si ce que l'on nous montre est correct ou pas correct, mais c'est pas le premier intérêt de ça, je trouve. Il faut le faire évidemment pour pas se faire entre guillemets rouler par le film. Mais d'autres intérêts et qu'on fera un peu ici, mais je le fais beaucoup plus dans d'autres films comme Avatar ou Star Wars, c'est de mener une enquête sur le film qui nous est montré. Mener une enquête, ça veut dire déterminer des informations qui ne sont pas données dans le film, mais les déterminer par un raisonnement de science. Par exemple, quelle est la puissance d'un sabre laser? Vous avez 1 heure. Voilà un exercice qu'on pourrait vous poser. On vous donne les 6 DVD de Star Wars, les 12 heures pour les regarder. Au bout de 12 heures, vous avez 1 heure de temps pour répondre à la question quelle est la puissance d'un sabre laser? Démerdez-vous, top chrono 1 heure. Ça, c'est une question qui est difficile, normalement pour vous qui est difficile. D'autres questions du même genre, quelle est la taille de l'étoile de la mort? Quelle est la puissance que développe Yoda quand il se bat avec son sabre laser?
D'accord ? Avatar, dans Avatar, c'est quoi la gravité de la planète Pandora ? D'accord ? Et bien ça, on peut le déterminer uniquement en regardant le film et plein d'autres choses encore. Et ce genre d'enquête-là, si elle semble difficile pour vous, alors que pour toutes les terminales scientifiques, et probablement les autres, mais les terminales scientifiques, c'est tout à fait certain, vous avez la plupart des connaissances scientifiques nécessaires pour répondre à ces questions. Il vous manque juste une chose, c'est la méthode. C'est-à-dire être capable de répondre à une question ouverte, où il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, partie 1, partie 2, partie 3, on vous donne toutes les valeurs numériques, il n'en manque aucune, elles sont toutes justes, toutes les questions qu'on vous pose ont une réponse unique. Donc en dépit de ce que vous pensez de vos professeurs, quand ils vous posent des interrogations, ils sont bienveillants avec vous. Ils vous prémâchent le travail en vous posant le sujet de physique. La vraie vie, c'est une seule question, et puis démerdez-vous. La vraie vie de la recherche en astrophysique, par exemple, c'est quel est l'âge de l'univers ? Vous avez un siècle. Je dis vous avez un siècle parce que ça fait à peu près un siècle qu'on a les moyens à la fois techniques, scientifiques, d'observation, et les moyens théoriques de la théorie de la gravitation d'Einstein, qui s'appelle la relativité générale, qui a un siècle, dont on a fêté le centenaire l'année dernière, en 2015. Ça fait à peu près un siècle qu'on a les moyens de commencer à répondre à la question, et la réponse qui a été apportée à cette question a évolué au fil du temps, au fil du progrès des moyens techniques, et au fil de la compréhension qu'on avait de la théorie d'Einstein de la relativité de la gravitation. Donc, une question de science de la vraie vie, en physique, mais dans les sciences en général, en chimie, en biologie, c'est une question ouverte, dont on n'a à peu près rien, à peu de choses en tout cas sous la main a priori, et dont il faut élaborer tout le questionnement intermédiaire, trouver les réponses, les valeurs numériques qui vous manquent, etc. Et donc faire ça en utilisant ces films, ça permet de le faire de façon aimable, on va dire, sur un support un peu rigolo, où on trouve des réponses un peu consternantes. Le sabre laser, je vous donne la réponse, vous essaierez de le retrouver vous-même. La puissance du sabre laser, c'est une centrale nucléaire. Dans un truc qui a la taille d'un sabre laser. Vous vous rappelez la taille du manche, du sabre laser ? Comme le manche du micro, là. Et vous avez dedans une centrale nucléaire en puissance pour fournir l'énergie qui va dans la lumière et qui va, je ne sais pas quoi faire avec ce sabre laser. Donc quand on voit ça, évidemment, on se dit comment c'est possible de mettre une centrale nucléaire. Vous voyez ce que c'est une centrale nucléaire ? La taille. Gros, quoi. Hein. C'est pas gros comme un manche, je dis ça pour être bien sûr. Donc il y a un petit problème de taille et de concentration d'énergie, ce qui permet de se demander comment on ferait en réalité si on voulait faire l'équivalent d'un sabre laser, etc. Donc ça ouvre après tout un tas de perspectives sur notre monde réel et de compréhension de notre monde en faisant ce détour par ces mondes imaginaires. Donc voilà pour la théorie de ce que je fais. Après en pratique, on prend un film, on regarde et puis on essaie de comprendre tout ce qu'on voit. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que je peux déterminer des choses qui sont pas données dans le film, cette partie d'enquête, et qu'est-ce que je peux dire du point de vue de la science que je connais. Alors vous, avec votre niveau de terminale, qu'est-ce que je peux dire sur le film ? Alors, Gravity, c'est un film qui n'est pas un film de science-fiction en fait, c'est un film catastrophe qui se passe dans l'espace et qui est plutôt bien fait du point de vue de la science. On va le voir, il y a beaucoup d'éléments qui sont tout à fait pertinents scientifiquement, il y a des éléments qui sont faux, et à chaque fois que c'est faux, c'est pour des raisons d'intrigue. Alors là, on pourrait regarder, je peux élaborer longuement sur qu'est-ce qui est faux dans les films en général. Alors dans un film comme Star Wars, c'est tout, à peu près. Bon. Après, il y a des films où il y a des choses qui sont fausses, mais parce que c'est nécessaire pour l'intrigue. Par exemple, on va le voir tout à l'heure dans Gravity, il y a des choses qui sont mal traitées du point de vue de la physique, mais si elles étaient bien traitées, alors l'intrigue tombe. Alors là, évidemment, on est obligé par le scénario, finalement, par l'histoire que l'on veut raconter, de truander un peu la physique. Et puis il y a des choses, ça c'est les films que j'aime le moins de ce point de vue-là. C'est pas que ce soit des mauvais films, mais du point de vue de la science qui est traitée dedans, c'est à mon avis, les moins intéressants. Où ils ne font même pas l'effort de faire de la bonne science, dans la mesure où ça n'aurait rien changé au scénario. Il y a des films comme ça, par exemple Sunshine, si vous avez vu Sunshine, il y a des éléments dans le film Sunshine qui pourraient être bien traités scientifiquement et qui ne le sont pas, et qui ne changeraient rien au scénario, et rien à l'intrigue, et rien aux événements s'ils étaient bien traités. Donc on peut s'amuser après, vous voyez, à classifier les erreurs du cinéma, se demander pourquoi ils les font, par ignorance, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que la téléportation dans Star Trek, par exemple, a été inventée parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Parce que c'était trop cher de faire un beau vaisseau spatial, une belle maquette qui descend sur chaque planète. Donc ils ont dit que c'était moins cher de faire un petit machin avec un petit bruit, hop, c'était moins cher, c'était moins coûteux. Vous voyez, donc il y a des fois les raisons. La téléportation de Star Trek, qui est maintenant devenue quand même un poncif de la science-fiction, ça a été inventé parce qu'ils n'avaient pas le fric pour le faire en vrai comme ils auraient voulu. Alors dans Gravity, ils veulent faire vrai. On voit ici une image de la Terre vue de l'espace, qui est une image vraie ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, elle est tout à fait réaliste, où on voit la surface de la Terre avec les nuages. On voit même ici un tourbillon, une tornade ici, ou un cyclone. Une image tout à fait réaliste de la Terre. On voit très très bien, par exemple, le bord ici. On voit le limbe bleuté ici, qui est l'atmosphère, la trace de l'atmosphère de la Terre. C'est une image réaliste
de la Terre, sans aucun doute. Elle est peut-être même vraie, c'est peut-être même une véritable image. Ils ont peut-être fait soit une image de synthèse, soit une véritable image. Et dès le début du film, ils nous disent des choses qui sont assez intéressantes. Ils nous disent ça, sur lesquelles on peut déjà discuter longuement. Par exemple, quand ils nous disent, on va regarder d'abord les 4 dernières lignes, ou les 3 du milieu, il n'y a rien pour transmettre le son, mais d'abord, il n'y a pas de pression atmosphérique, il n'y a pas d'oxygène. Alors évidemment, dans l'espace, c'est vide, mais il faudrait savoir où est l'espace. Vous savez où c'est l'espace? À quelle distance c'est l'espace? Vous avez une idée? Hein? Dites-moi. 100 km, exactement. C'est la définition internationale de l'espace. Au-delà de 100 km, c'est l'espace. Est-ce qu'il n'y a rien au-delà de 100 km? Non. À 100 km, il y a encore de l'atmosphère. Il y a encore un peu d'atmosphère. 99% de la masse de l'atmosphère, elle est contenue dans les 30 premiers kilomètres. Ça veut dire en gros, quand vous êtes à 35 ou 40 ou 50 km, il y a déjà quasiment plus rien du point de vue de l'atmosphère. Vous auriez, vous, les plus grandes peines à respirer. Déjà même au sommet du mont Everest, vous auriez les plus grandes peines à respirer sans entraînement particulier. Parce que l'atmosphère devient, la pression atmosphérique est un tiers de la pression au sol, de la pression au niveau de la mer plutôt, et du coup, voilà, la pression partielle d'oxygène n'est pas terrible au sommet de l'Everest, et on n'est qu'à 8000 et quelques mètres d'altitude, 8 km d'altitude à peu près, un peu plus de 8 km d'altitude. Donc à 30 km, il y a encore de l'atmosphère, pas beaucoup, mais il y en a encore, mais là, il vaut mieux respirer. Pensez à Baumgartner qui s'est jeté à 39 km d'altitude, alors lui, il avait toute une combinaison, et puis à 100 km, au-delà de 100 km, on dit que c'est l'espace, mais il y a encore de l'atmosphère. Donc dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de pression atmosphérique, c'est pas tout à fait juste. Quand on est vraiment loin de la Terre, mettons à 100 000 km, là on est d'accord. Mais à 1000 km de la Terre, d'altitude, il y a encore un petit peu d'atmosphère résiduelle, un tout petit peu. Très insuffisante pour respirer évidemment, et l'approximation, il n'y a pas d'oxygène et il n'y a pas de pression atmosphérique est tout à fait pertinente à ces altitudes où orbitent les satellites. Le 100 km, incidemment, il est fixé pour une raison simple. En fait, la limite entre l'espace et l'atmosphère, le vol atmosphérique, ça va concerner les jeunes du BIA, ça serait quoi? Comment on vole dans l'air? Allez, vous allez me dire comment on vole dans l'air quand même. On monte dans un avion, on fait péter les watts dans le moteur, il y a une hélice qui tourne, enfin vous c'est une hélice, vous n'êtes pas encore de réacteur, et puis l'avion il avance à une certaine vitesse, il y a une vitesse du mobile par rapport à l'air, et l'air en déplacement autour des ailes de l'avion crée une force de portance qui soulève l'avion, c'est ça? Bon, j'espère que vous savez, sinon ce BIA, 0. Hein. Bon, ça va. Donc c'est la portance, c'est la force de portance de l'air sur les ailes. Mais plus on monte, moins il y a d'air. Il va venir un moment donné où, en vous déplaçant aussi vite que l'avion peut se déplacer, la faiblesse de la densité de l'air est telle que la portance n'est plus suffisante et l'avion ne vole plus. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter sa vitesse le plus possible pour que la portance soit suffisante en dépit de la faiblesse de la densité de l'air. Mais il va arriver un moment où cette vitesse à laquelle il faut se déplacer dans l'air très ténu, la vitesse à laquelle il faut se déplacer dans l'air très ténu pour que la portance soit suffisante pour soulever l'avion, devient égale à la vitesse de mise en orbite. Autrement dit, si on supprimait l'air froidement, votre vitesse serait telle que vous resteriez en orbite autour de la Terre. À ce moment-là, vous n'êtes plus en aéronautique, vous êtes en astronautique et vous passez dans l'espace. Cette altitude, d'à peu près 82 km, a été arrondie froidement à 100 km par l'agence, je sais pas quoi, le Bureau international de l'espace ou de l'aéronautique. D'accord ? Donc les 100 km, c'est une étude arbitraire, mais qui est fixée par un principe physique. Donc pas de pression atmosphérique, pas d'oxygène. La vie est impossible. Oui, effectivement, si je supprime froidement l'oxygène de cette pièce, je pense que vous allez avoir tous des graves problèmes, moi y compris. Donc il y a bien d'autres raisons pour lesquelles la vie est impossible dans l'espace. Il n'y a pas d'eau non plus, enfin il n'y a rien, comme c'est le vide complet. Et puis en pratique, il peut faire, entre guillemets, froid. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une ambiance où vous êtes plus chaud que l'extérieur. Vous êtes plus chaud que l'extérieur, vous chauffez l'extérieur, et c'est une des raisons pour laquelle vous perdez l'énergie en permanence. En plus du fait que vous couriez, que vous pensez, vous bougiez, que plein de choses, vous faites plein de choses. Mais vous perdez l'énergie en permanence, que vous êtes plus chaud que l'extérieur, et dans l'espace, il n'y a pas d'extérieur. Enfin, plus exactement, il y a un vide qui a une température qui est rien, puisque une température, ça se définit dans la matière. La température du vide, ce n'est pas une notion qui a un sens, mais vous êtes éventuellement éclairé par le soleil, mais vous perdez votre énergie par rayonnement très efficacement dans l'espace, et vous aurez froid dans l'espace. Et donc c'est une autre condition pour laquelle vous aurez des problèmes de survie dans l'espace. Il n'y a rien pour transmettre le son, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Le son est transmis par la matière, par la matière solide, par la matière gazeuse, par la matière liquide. Le son se transmet dans l'eau aussi. Vous pouvez vous amuser à essayer de crier sous l'eau quand vous êtes dans la piscine, et quelqu'un qui est à côté, la tête sous l'eau comme vous entendra.
Ce sera un son un peu bizarre. Vous n'allez pas crier très longtemps parce qu'à un moment donné, si vous enlevez tout l'air de vos poumons, il y a de l'eau qui va rentrer, donc il faut vite la fermer là pour le coup. Et après c'est bon. Mais le son se transmet sous l'eau, le son se transmet dans le solide, le son se transmet évidemment dans l'air. Le son a besoin de matière pour se transmettre. Donc il n'y a pas de son. Évidemment, on ne vous entend pas hurler dans l'espace. Assez normalement. Donc tout ça, on le comprend assez bien, assez facilement. Et puis il y a la ligne du dessus, que je ne vais pas détailler, mais au-dessus de la Terre, la température varie entre plus 125 et moins 100 degrés Celsius. Il faut réaliser que ce n'est pas facile de définir une température dans le vide. Comment je mesure la température du vide? Une température, c'est défini. Qu'est-ce que c'est la température? C'est une mesure de l'agitation microscopique des molécules de l'air, par exemple. La température de l'air dans cette pièce, quand je dis il fait 25 degrés Celsius, cette valeur est une mesure de l'agitation microscopique des particules de l'air, de l'énergie cinétique microscopique des molécules d'air. S'il n'y a pas de molécules d'air, il n'y a pas d'agitation. S'il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de température. Donc pour définir la température, en fait, il faut réaliser que quand vous êtes dans l'espace, si vous êtes dans l'espace, vous êtes un objet dans l'espace, il n'est pas dans l'espace tout seul, il est dans l'espace éclairé, quand on est en orbite autour de la Terre, par le Soleil, et que la chaleur, la lumière exactement qu'il reçoit du Soleil, va le chauffer. Et qu'effectivement, ça se calcule, je pourrais dire ça tout à l'heure, je ne vais pas élaborer maintenant pour pas être trop long, ça s'appelle à des choses, mais si vous avez un corps parfaitement absorbant de toute la lumière solaire, qui est mis face aux rayons du soleil dans l'espace, sa température d'équilibre, c'est 125 degrés Celsius. Et si vous avez maintenant un corps qui est partiellement réfléchissant, on pratique une combinaison d'astronautes, très blanche, très réfléchissante, qui renvoie typiquement 85-90% de la lumière du soleil, qui en absorbe une partie, typiquement 10%, et bien absorber 10% de la lumière du soleil qui vous frappe quand vous êtes en orbite autour de la Terre, ça vous donne une température d'équilibre de moins 100 degrés Celsius. Donc les deux valeurs qui sont là sont des vraies valeurs, et qui se calculent, et qui sont justes. C'est deux phrases, c'est une phrase au début. Vous voyez que là, ils ont quand même essayé de chiader un peu dans le film, ils ont mis une phrase juste, qui est assez technique, et ils n'ont pas, le réalisateur n'a pas inventé ça comme ça, je pense, il s'est renseigné. Pour le reste, il peut le savoir, c'est des connaissances, disons, communes. Donc dès le début, je dis bien dès la 10 premières secondes du film, déjà on sent que ça va faire mal du point de vue de la science. Ils ont envie de faire juste. Il y a une belle image de la Terre, une image réaliste de la Terre, très réaliste de la Terre, si elle est de synthèse. Et puis il y a quatre phrases qui sont parfaitement correctes. Alors, on est dans un film qui s'appelle Gravity. Ça se passe tout le temps en orbite autour de la Terre, où on est en impesanteur, donc entre guillemets sans gravité, on va voir ce que ça veut dire, ou sans pesanteur, on va voir ce que ça veut dire en pratique. Et on voit, par exemple, dans cette image-là, on est dans la cabine de la navette spatiale. Vous savez, il y a eu un accident. On va revenir sur la partie des débris tout à l'heure. Et on voit des objets qui flottent dans la navette spatiale. Alors ça, vous le reconnaissez tous, je pense. Ça aussi. Et ça, vous savez qu'est-ce que c'est, ça? C'est un petit test pour savoir si vous regardez les dessins animés. Hein, voilà. C'est Marvin le Martien qui est dans les 5000 de Bugs Bunny. Bon. Ça, c'est un Rubik's Cube. Juste une petite anecdote. Pourquoi ils ont mis un Rubik's Cube? Pour vous montrer un peu comment travaillent les réalisateurs. Pourquoi ils ont mis un Rubik's Cube? Parce que le réalisateur a vu une fois qu'un astronaute a pris un Rubik's Cube. Comment il l'a vu? Parce qu'ils sont documentés, ils ont regardé des images d'astronautes dans l'espace. Quel astronaute a fait ça? C'est Jean-François Clairvoy. Je lui ai posé la question. Il m'a dit oui, c'est bien mon Rubik's Cube. C'est le seul astronaute qui a emmené un Rubik's Cube dans l'espace. Et il y a eu des photos qui étaient prises avec lui avec son Rubik's Cube. Le réalisateur a vu ça et il a trouvé marrant de mettre un Rubik's Cube dans l'espace. Donc d'une certaine façon, c'est le Rubik's Cube de Jean-François Clairvoy, si j'ose dire, astronaute français, qui est là sur cette image. Donc quand ils font ça, ils se renseignent sur ce que les gens ont vraiment mis dans l'espace, vraiment emmené, sur la forme des boutons, sur tout le décor, les casquettes, enfin tout ça, toutes ces choses-là ont été extrêmement bien documentées et tout ce qui est représenté, Clairvoy me l'a confirmé, tout ce qui est représenté au niveau du matériel est parfaitement correct. Les boutons, ils sont comme ça, la forme de la station spatiale, elle est bonne, la forme de tous ces objets, tous les instruments, tout ce qui est dans l'espace, c'est nickel. Ils ont fait un très bon travail de costumier, enfin de mise en scène, de costumes et de décors. Alors l'impesanteur, on voit les objets qui flottent comme ça dans l'espace. D'accord ? Est-ce que l'impesanteur, c'est la disparition de la pesanteur? La réponse est non. On est toujours au voisinage de la Terre, on est toujours soumis à la pesanteur de la Terre, à la gravité de la Terre. Alors qu'est-ce que c'est l'impesanteur? Eh bien, voilà une image d'un autre film, si j'ose dire, enfin pas un film, d'un autre BD, qui nous explique quelque chose qui a à voir avec l'impesanteur. On est dans Tintin, vous vous rappelez, dans les aventures lunaires, les personnages sont dans la fusée qui va vers la Lune. Cette fusée, elle est propulsée par un moteur atomique et elle est propulsée en permanence. Et puis les Dupont, par erreur, coupent le moteur atomique, et là, Tournesol nous explique, vous avez coupé le moteur atomique qui, par l'accélération constante qu'il a imprimée à notre fusée,
crée à l'intérieur une sorte de pesanteur artificielle. Il y a, pour tournesol, il dit parce que la fusée accélère, à l'intérieur, on a l'impression qu'il y avait une pesanteur. Maintenant que vous avez coupé l'accélération, vous êtes en impesanteur. Nous sommes en impesanteur. Notez quand même que cet album a été publié en 1954. On n'avait à cette époque-là jamais été dans l'espace. D'accord ? Premier satellite, c'est Spoutnik en 1957. Et le premier humain dans l'espace, c'est Gagarine en avril 1960. Et Gagarine, il a fait 3 tours de la Terre, il est redescendu. Il était sanglé dans son siège. Donc pour voir des gens comme ça qui flottent cul par-dessus tête en impesanteur, où il n'y a pas de haut, pas de bas, où tout le monde tient en l'air sans support apparent, eh bien il a fallu attendre les premières stations orbitales dans les années 70, les stations Salyut et Skylab, qui ont disparu maintenant depuis longtemps. Mais il a fallu attendre ça pour commencer à voir évoluer des humains librement dans l'espace, ou les premières sorties dans l'espace, même un peu avant avec Leonov peut-être, les premières sorties dans l'espace. Donc là, voilà ce qu'il nous dit. Alors on va essayer de recomprendre cette phrase. Et pour bien la comprendre, cette phrase-là, elle est fondatrice de la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est à votre niveau de comprendre le raisonnement fondateur de la relativité générale d'Einstein. On dit Einstein, c'est compliqué. Einstein, c'est des équations, c'est vrai. Mais les hypothèses fondatrices, vous pouvez les comprendre et vous les connaissez en fait. Vous connaissez une chose, c'est que les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. Si on prend 2 objets différents, par exemple ce micro et ce truc, et que je les lâche de la même hauteur, sans vitesse initiale, en même temps, ils vont arriver au sol en même temps. Un tout petit détail près, c'est qu'il y a de l'air, là les objets se déplacent dans l'air, et qu'il y aura un peu de frottement, peut-être un peu plus de frottement sur l'objet qui a le plus de surface extérieure, et un peu moins de frottement sur l'objet qui a moins de surface extérieure, de sorte qu'il y aura peut-être une toute petite différence qui est mesurable si on y prend soin. Mais on peut faire la même expérience dans le vide, en prenant cette fois-ci une boule de bowling et une plume d'autruche. Alors si on fait ça dans l'air, évidemment la plume d'autruche, elle va volter, elle va être très sensible à l'air, tandis que la boule de bowling va tomber tout droit. Maintenant on se met ça dans le vide, ils se sont mis pour faire ça, dans une immense chambre à vide, dans laquelle on teste des satellites en conditions de vide spatial, le satellite entier à l'échelle 1, en conditions de vide spatial. Et regardez ce qui se passe. On peut couper le son, c'est pas très important là. Donc vous voyez, ça descend, ça s'est décroché en même temps, et regardez comme la plume et la boule de bowling descendent exactement en même temps. À l'œil, c'est tout à fait évident, ça peut être rendu plus quantitatif en faisant des mesures précises. On n'utilise pas une boule de bowling et une plume dans ce cas-là, mais on peut le faire ça plus quantitatif, ça tombe exactement en même temps. Les objets tombent exactement en même temps. Et cette idée-là, qui est constatée depuis Galilée, ça date de Galilée, l'idée que les objets tombent de la même façon dans le champ de pesanteur, Galilée 1638, quelque chose comme ça. Eh bien, Einstein s'est dit, avec ça, j'ai un levier pour comprendre ce qu'est la gravité. Parce que, finalement, je peux me mettre dans un référentiel particulier où je vais comme effacer la gravité. Et ce référentiel, c'est un référentiel en chute libre. Imaginez-vous en chute libre. Pour ça, Einstein imaginait une expérience suivante. Vous montez dans un ascenseur qui se décroche. Donc vous tombez. Vous allez mourir, c'est sûr. Alors au lieu de hurler, ça ne sert à rien, faites un peu une expérience de physique. Ça aiguera vos derniers instants. Et vous êtes dans l'ascenseur en chute libre. L'ascenseur, c'est parce qu'on ne voit rien autour. C'est pour dire qu'on ne va ne rien voir autour de vous. Vous n'avez pas de perception comme dans cette salle. Vous ne voyez pas l'extérieur. Et vous avez dans votre main un objet, et vous tombez avec l'ascenseur, avec l'objet, vous tombez. L'objet est dans votre main. Bon, évidemment, il va suivre votre mouvement, c'est assez naturel. Maintenant, l'objet, pendant que vous tombez, vous êtes en chute libre, vous lâchez l'objet. Autrement dit, vous écartez les doigts. Si je le fais là, évidemment. Mais je suis moi-même en chute libre. Que va faire l'objet ? Il y a 3 choix. Il va descendre, il va monter, il va rester devant. Qui pense qu'il va descendre ? Qui pense qu'il va monter ? Qui pense qu'il va rester devant ? Qui pense que tout ça est bien compliqué et que vivement l'heure du repas ? L'objet va effectivement rester devant vous pour une simple raison, c'est que vous le teniez, vous tombiez en même temps que lui parce que vous le teniez, vous le lâchez, les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, indépendamment de leur masse ou de leur composition. Plume d'autruche légère en plume d'autruche, boule de bowling lourde en plastique de boule de bowling. Les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, donc l'objet va tomber exactement en même temps que vous, et si vous vous concentrez sur l'objet, vous le regardez, ben il a l'air de ne pas bouger là. Vous dites, tiens, c'est marrant, la pesanteur a disparu. Proum. Et vous êtes écrabouillé après. D'accord ? Quand vous êtes en chute libre, vous avez l'impression que la pesanteur a disparu parce que tous les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur.
Voilà l'idée fondatrice de la relativité générale d'Einstein. Et cette idée-là, je reviens sur ça, cette idée-là, elle a une conséquence à l'envers, c'est que du coup, on peut assimiler un champ de pesanteur à un champ d'accélération. Dans cette pièce, elle est assez grande, mais dans une pièce plus petite, mais maintenant mettons dans cette pièce, il n'y a aucune expérience que vous pouvez faire dans cette pièce qui vous convaincra que vous êtes vraiment sur Terre, à Cholet, en train de subir l'accélération de la Terre qui vous tire vers le bas, l'accélération de la pesanteur de la Terre qui vous tire vers le bas, plutôt que dans une fusée que M. Jarchinovitch a déclenchée tout à l'heure, exactement au moment de la conférence, qui accélère dans ce sens-là, avec une accélération exactement égale à celle de la pesanteur. Aucune expérience ne vous convaincra, ne vous permettra de séparer les deux situations. Sauf ouvrir la fenêtre et dire « Ah ben on est bien sur Terre ». Si vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre, d'où l'expérience de l'ascenseur, vous ne pouvez pas distinguer l'accélération et la pesanteur. Dans une pièce comme ça, en pratique, on peut le faire parce qu'elle est assez grande en surface. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut le faire parce qu'elle est assez grande en taille. Mais sur quelques mètres carrés, quelques mètres carrés, on ne peut pas faire d'expérience qui vous convaincra que vous êtes effectivement en accélération comme ci, ou attiré par une pesanteur comme ça. Et donc cette équivalence entre gravité et accélération, ou cette équivalence entre impesanteur, disparition de la pesanteur, entre guillemets, et chute libre, ça veut dire que vous êtes en train de tomber. Donc cette équivalence entre accélération et gravité et chute libre et impesanteur, elle est fondatrice de la relativité générale, et elle est fondée sur l'idée que tous les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. On a vu une petite manip là où on voit une boule qui tombe avec une plume, et il tombe exactement en même temps dans le vide d'une énorme chambre à vide. Regardez ce qui se passe maintenant dans la Station spatiale internationale. Là on a un gars dans la Station spatiale internationale qui va, alors je vais vous montrer le petit film, qui va montrer ce qui se passe dans la station quand elle est accélérée. Quand est-ce que la station est accélérée? D'habitude, elle est en orbite autour de la Terre, bêtement, elle tourne, elle fait entre guillemets des ronds autour de la Terre. De temps en temps, il faut lui changer son orbite, ne serait-ce que parce qu'en réalité, à 450 km d'altitude, il reste encore un peu d'atmosphère résiduelle, extrêmement peu, mais suffisamment pour que, au rythme des orbites que la Station internationale fait, elle perde un peu d'altitude, elle perd un peu d'énergie, elle freine finalement par friction atmosphérique sur le résidu d'atmosphère qu'il y a à 450 km, elle freine un peu et ça lui fasse perdre de l'altitude. Elle perd de l'énergie et ça la fait perdre de l'altitude. Et cette altitude qui diminue, on ne veut pas qu'elle soit trop importante, cette diminution d'altitude, donc on remonte la station régulièrement. Et comment est-ce qu'on la remonte? En la propulsant avec un des modules Soyouz qui est accroché à la station. Il allume ses réacteurs pendant une cinquantaine de secondes. Ça propulse la station, ça lui fait gagner 1 ou 2 ou 3 mètres par seconde de vitesse orbitale. Sur presque 7700 mètres par seconde de vitesse orbitale, elle gagne 1 ou 2 ou 3 mètres par seconde. Et ça fait monter son altitude ou descendre, selon ce qu'on veut faire, de quelques centaines de mètres à 1 ou 2 kilomètres. Donc on change l'altitude de la Station spatiale internationale en la propulsant de temps en temps à des moments choisis, soit pour la remonter après qu'elle soit descendue par friction, soit parfois parce qu'il y a des débris, on va revenir sur les débris tout à l'heure, il y a des débris qu'on suit par radar au sol, et on voit qu'il y a un débris qui va passer un peu trop près à notre goût de la station, voire qui pourrait la percuter, alors on la change d'orbite pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc de temps en temps, la station spatiale est propulsée. Quand elle n'est pas propulsée, les gens sont en impesanteur. Et quand elle est propulsée, regardez ce qui se passe. Donc là, il nous explique que, regardez là l'appareil photo un peu coûteux, manifestement, là, ils ont des sous, il tient tout seul en l'air. Il est en chute libre. Le type est en chute libre. Les feuilles qui bougent ici, c'est à cause du système d'aération, de l'air qui tourne, de la ventilation. Là, il est en chute libre, la station est en chute libre, l'appareil photo est en chute libre, tout le monde est en impesanteur. Très très bien. Et là, il nous dit que bientôt, la station va être propulsée. On va la pousser aux fesses. Et ça va donc créer une manière de gravité. Regardez. Spontanément, l'appareil photo se met à bouger à partir du moment où la station est propulsée, comme si l'appareil photo bouge comme ça. Parce que la station est propulsée, regardez, il va le faire à la mode Star Wars, là, c'est encore plus sympa. L'appareil photo qui tient, il voudrait tenir en chute libre, il ne devrait pas bouger, mais en fait il bouge parce que dans la station, il y a maintenant une toute petite pesanteur qui résulte de la toute petite accélération subie par la station. Allez, c'est Star Wars. Subie par la toute petite accélération pendant laquelle on veut monter la station. L'accélération, c'est typiquement 1 cm
par seconde, 1 à 2 cm par seconde. C'est quelques fractions, c'est des millièmes de gravité terrestre, donc des très très faibles accélérations. Ça fait gagner quelques mètres par seconde pendant la durée de l'accélération. Et ça crée dans la station une toute petite pesanteur qui est bizarre. La pesanteur, elle a l'air d'être horizontale. En fait, non. La pesanteur, elle n'est jamais horizontale. Parce que la pesanteur, c'est ce qui définit le bas. Si vous vouliez définir le bas auprès d'un extraterrestre, vous faites comment? Je suis un extraterrestre. Vous expliquez-moi où c'est en bas. Tout ce que je peux comprendre, c'est votre langage. J'ai pas la forme que j'ai là. Voilà, Comment vous dites? Vous me dites pas, c'est vers mes pieds, par exemple. Parce que moi, je suis un extraterrestre qui n'a pas de pieds. Je suis une boule de poils qui roule par terre. Donc, j'ai pas de pieds. Donc, me dites pas vers les pieds. Me dites pas, c'est vers la surface de la planète. Parce que moi, je suis un extraterrestre qui vit dans une planète géante gazeuse et je vis au milieu des nuages. Je ne sais même pas qu'il y a une surface 10 000 km plus bas. Par exemple, je vis dans une planète comme Jupiter. Donc, vous dites quoi alors? Vous dites à l'extraterrestre, prends un truc. Avec ta tentacule, avec ta main, enfin démerde-toi, tu prends un truc. Tu le tiens dans ta main devant toi, ou dans ton bras, ton tentacule, tu tiens dans toi. Et tu écartes les doigts, tu le lâches sans vitesse initiale devant toi. Cet objet va aller spontanément dans une direction. Cette direction, les humains, on appelle ça le bas. Et les humains, on appelle la direction opposée, on l'appelle le haut. D'accord ? Donc la gravité, elle est toujours vers le bas. Parce que c'est elle qui définit le bas. Et le haut, c'est toujours l'opposé de ça. Et si l'extraterrestre vous répond « Ah oui, j'ai fait ce que tu as dit, l'humain, mais l'objet, je l'ai lâché devant moi, il n'a pas bougé. Il est resté devant moi, là, il est là, il tient devant moi. » Vous lui répondez quoi? Vous lui répondez « Alors, tu es en chute libre. » Voilà, alors tu es en chute libre. Soit tu vas mourir dans pas longtemps, mais vous allez voir qu'il y a des façons d'être en chute libre permanente. Alors une façon d'être en chute libre, d'abord pas permanente, mais sympathique, c'est dans les avions, enfin dans l'Airbus 0G. Alors l'Airbus 0G, c'est un avion qui est taillé pour ça, où on a enlevé tous les sièges, on a mis un peu du matériel pour s'accrocher, et puis on met des manips de science, où on met des passagers touristiques, ça arrive, 6 000 € la place, si vous voulez vous la payer, c'est pas gratuit, mais c'est jouable, il faut économiser un peu. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Pendant 25 secondes, l'avion va être en chute libre. Et qu'est-ce qu'il fait pour faire ça? Eh bien l'avion va se mettre à monter comme un malade, il va couper les moteurs, et il va tomber, et il va remettre les moteurs à un moment donné. Et pendant le moment où il tombe, en fait pendant le moment où il fait un arc de parabole, en gros, il est en chute libre. Et pendant les 25 secondes à peu près que dure cet arc de parabole, il est en chute libre. Et à l'intérieur de l'avion chute, tout le monde chute en même temps, exactement en même temps. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on a une quasi-impesanteur. Pas tout à fait une impesanteur totale, mais une quasi-impesanteur. Voilà la courbe de vol pour ceux que ça amuse. C'est un peu raide, on part de 6000 mètres et bam, on monte à 8000 mètres comme ça, un peu raide. 47 degrés, je pense que ça vous parle. On ne fait pas couramment ça avec son petit avion. L'avion, il est comme ça. Ça veut dire, c'est pas des vols touristiques, enfin, c'est pas des vols Paris-New York, où c'est plutôt au plat, quoi. On monte doucement, on met à plat, puis on descend doucement, quoi. On n'inquiète pas les passagers, quoi. 47 degrés, ça rigole pas. Et ça redescend pareil. Alors évidemment, il y a un petit problème, c'est que quand on fait cette partie-là de la trajectoire, là, la gravité réelle dans l'avion, parce que l'accélération, il y a une accélération centrifuge qui est absolument énorme, vous êtes écrasé sur le sol, gravité apparente, 2 fois la gravité terrestre. Après, il y a une séquence d'impesanteur, vous avez l'impression d'avoir une gravité quasiment nulle, c'est là où vous vomissez. Et après, l'avion, il recommence, parce que sinon, ça se finit mal. Donc il recommence, là, il fait une autre courbe comme ça pour se remettre d'équerre, si j'ose dire, il fait une ressource, et 2G encore. Donc vous prenez 2G, 0G, 2G, 0G, 2G, 0G. Il les enchaîne comme ça, 20 secondes. Ça dure une dizaine de minutes, une trentaine de minutes pour les touristes, si j'ose dire. Et pour les scientifiques, ça peut durer 2 ou 3 heures. Donc l'avion, il fait des ronds au-dessus de l'Atlantique en faisant ça, comme ça, en permanence. Le pilote, je peux vous dire, il a intérêt d'être entraîné. Les gus dedans, bon, ils se débrouillent. Ils ne mangent pas, ils prennent des pilules, ils vomissent. Enfin, ils se débrouillent, mais et ils font des expériences. Vous avez 22 secondes pour faire votre expérience en impesanteur. Donc c'est pas facile. C'est micro-pesanteur, on devrait plutôt dire, parce que la pesanteur n'est pas strictement apparente, n'est pas strictement nulle. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire être en orbite. Qu'est-ce que ça veut dire être en orbite? Être en orbite, si vous avez la Terre qui est là, vous êtes un satellite que j'ai mis là par cette petite boule, il y a la petite flèche noire là, c'est la gravité de la Terre qui vous tire. Si vous êtes posé à 300 km au-dessus de la Terre, et on vous pose là et on vous lâche, sans vitesse initiale, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez vers la Terre. Okay, vous êtes en chute libre pendant un certain temps.
Et finalement, vous êtes en impesanteur pendant un certain temps. Vous noterez d'ailleurs que quand on pense à chute libre, on imagine toujours qu'on va finir par cogner le sol. Et vous allez voir qu'il y a une autre façon d'être en chute libre. Il y a cette façon d'être en chute libre permanente. Si maintenant, au lieu de bêtement vous poser là, sans vitesse initiale, vous vous posez là, mais avec une vitesse soigneusement choisie sur le côté. Quand je dis sur le côté, pour dire plus clairement, perpendiculairement à la radiale, à la direction qui vous joint au centre de la Terre. C'est la flèche bleue. Donc, vous êtes à la fois tiré vers le bas et vous avez une vitesse qui vous a été communiquée habilement par un puissant moteur fusée qui vous envoie sur le côté avec une certaine valeur. Une valeur astucieusement choisie, de sorte que vous tombiez un peu, mais vous avanciez beaucoup. Ce qui fait qu'en moyenne, si on vous tire devant et qu'en même temps vous essayez de faire un pas sur le côté, vous allez avancer en diagonale. Vous allez avancer dans un coup comme ci, un coup comme ça, en même temps, ça va vous faire avancer en diagonale. Donc du coup, entre la gravité qui vous tire vers le centre et ce mouvement-là, qui veut vous faire aller tout droit, vous allez un peu aller sur le côté. Et puis à cette nouvelle position-là, ça recommence. Il y a la gravité qui vous tire vers le centre de la Terre, il y a ce mouvement qui vous fait la tour, vous allez là. Et puis si vous faites ça plein de fois, si votre vitesse est habilement choisie, vous allez faire ça. Vous allez tourner bêtement autour de la Terre. Si votre vitesse latérale, la flèche bleue, est trop petite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, vous allez vous rapprocher de la Terre assidieusement et finir par tomber. Si elle est nulle, bram, vous tombez tout droit. Si la flèche bleue est énorme, vraiment énorme, vous allez vous déplacer pendant la petite chute libre, vous allez vous déplacer jusque là-bas, après vous avez une petite, et hop, et vous allez vous éloigner à l'infini de la Terre. Si vous avez une vitesse trop grande, vous partez à l'infini. Si vous avez une vitesse trop faible, vous tombez sur la Terre. Il y a une bonne vitesse qui vous permet de faire exactement un rond autour de la Terre. La bonne vitesse orbitale à l'altitude à laquelle vous êtes. Et dans cette situation-là, vous avez finalement compris deux choses. La première, c'est qu'il est possible de voler, entre guillemets, en permanence, c'est-à-dire de tomber vers la Terre et de la rater en permanence. Je dis ça pour les billards. Voler, c'est tomber vers la Terre et la rater en permanence. Vu d'ici, c'est pas facile. Enfin, même si je suis sur l'estrade, là, si je me dis, tiens, je vais tomber vers la Terre et la rater, comment je fais ? Mais comment je fais ? Il y a une solution. Il ne faut pas que je me jette bêtement vers la Terre. Il faut que je me jette vers la Terre et qu'en même temps, je me communique une énorme vitesse sur le côté. J'oublie les détails, les murs, les maisons, les montagnes, hein, j'oublie tout ça. Je me communique une énorme vitesse sur le côté, de sorte que, en une seconde, de combien on tombe sous l'effet de la gravité de la Terre ? De quelle altitude on tombe en une seconde ? 1,5 de GT2, 5 mètres, exactement. 1,5 de la gravité de la Terre fois T au carré, de 5 mètres. Imaginez que, en une seconde, je tombe de 5 mètres. Donc je me jette, mettons, d'un toit de 5 mètres d'altitude. Si je me jette du toit, une seconde plus tard, boum. Maintenant, je me jette du toit, mais avec une énorme vitesse latérale. Une vitesse latérale qui va avoir, que je vais choisir comment ? De sorte que, en une seconde, j'ai parcouru une distance suffisante pour faire quoi ? Pour m'élever au-dessus du sol de 5 mètres. Pourquoi je m'élève au-dessus du sol de 5 mètres en me déplaçant latéralement ? Parce que la Terre est ronde. Et que si je pars d'un point de la Terre, ici, et que je vais tout droit horizontalement pour moi ici, je vais me retrouver au-dessus du sol. Donc qu'est-ce que je fais ? Je m'éloigne très vite sur le côté pour me retrouver à 5 mètres au-dessus du sol. Je tombe de 5 mètres en même temps, donc je me retrouve au niveau du sol. Et donc ça s'appelle la vitesse orbitale à 0 mètre d'altitude, qui est 7,9 km par seconde. Autrement dit, vu d'ici, c'est effectivement assez difficile, même indépendamment des murs, en me jetant vers le sol, de rater le sol. Mais si je suis assez haut et surtout assez vite, je peux rater le sol en permanence. Et donc ce qui est finalement possible de faire pour, entre guillemets, voler, pour tomber vers la Terre en la ratant en permanence, c'est d'avoir une vitesse latérale très rapide. Et vous noterez la deuxième chose, que ce qui est dangereux quand on est en chute libre, c'est pas la chute, c'est l'arrêt de la chute. Ah oui. Tant que vous êtes en chute libre, tout va bien. Quand vous jetez de la tour Eiffel, tant que vous êtes en chute libre, tout va bien. C'est quand le sol vous arrête. Quand vous êtes en orbite autour de la Terre, vous êtes en chute libre permanente. Et donc il y a une chute libre permanente, réellement, et donc vous ne touchez jamais le sol. Donc il faut bien imaginer que chute libre en physique, ça ne veut pas dire la chute, ah je suis tombé par terre, je me suis fait mal. Non, non. La chute libre, ça veut dire
je suis soumis pleinement à la force de gravité et je ne suis soumis qu'à cette force-là. Et dans ce cas-là, vous pouvez, si vous avez les moyens de vous mettre avec une bonne vitesse latérale, être en orbite autour de la Terre. Donc, être en orbite, c'est tomber vers la Terre et la rater, ou en chute libre perpétuelle. Il y a des petits dessins comme ça, des années Flammarion, c'est quoi ça? C'est un dessin de Flammarion, je crois, où on se met au sommet d'une montagne, il dit, regardez, vous mettez au sommet d'une montagne, vous tirez un boulet horizontalement, il va retomber, plus fort, il retombe plus loin, beaucoup plus fort, il retombe encore plus loin, à la bonne vitesse, il va faire le tour de la Terre et revenir en 1h23, première vitesse orbitale, et puis si vous le tirez vraiment très très fort, il va aller tout droit, quasiment, il va s'éloigner indéfiniment de la Terre, deuxième vitesse cosmique, plutôt première vitesse cosmique, 7,9 km par seconde. La vitesse, il a mis 8000 mètres par seconde. 8000 mètres par seconde, c'est 7,9. La mise en orbite à 0 mètre d'altitude. Et la deuxième vitesse, qui est 11,2 km par seconde, qui est je m'éloigne indéfiniment de la Terre. Si vous jetez un objet verticalement à plus que 11,2 km par seconde, il ne retombe jamais sur Terre. Et par contre, dans Tintin, là, on nous dit, regardez, vous venez d'atteindre 13 km par seconde, vous n'êtes plus soumis à l'attraction de la Terre, c'est 2 fois faux. Où que l'on soit, on est soumis à l'attraction de la Terre, d'autant plus faible cette attraction qu'on est loin de la Terre, mais où que l'on soit, on subit l'attraction de la Terre. Et ce n'est pas à 13 km par seconde que l'on ne retombe plus sur Terre, c'est à 11,2 km par seconde. Vous voyez, donc même dans Tintin, il y a des fautes. Alors maintenant, on est en orbite autour de la Terre. Dans les Pygilidés, en orbite autour de la Terre, c'est la chute libre permanente. Et en chute libre permanente, eh bien, quand vous êtes en chute libre, les objets tombent de la même façon. La station tombe vers la Terre, vous tombez vers la Terre, l'appareil photo tombe, tout le monde tombe vers la Terre de la même façon. Vous avez l'impression que la pesanteur a disparu parce que tout le monde tombe de la même façon vers la Terre. Alors maintenant, comment on fait pour se déplacer dans l'espace? Vous êtes dans l'espace, vous flottez, ça veut dire vous êtes en chute libre vers la Terre, en orbite autour de la Terre, et vous voulez vous déplacer. Notez que vous vous déplacez. Vous êtes en orbite autour de la Terre. Maintenant, par rapport à cette orbite, vous voulez faire un petit mouvement à droite, un petit mouvement à gauche, comment vous faites? Eh bien, sur Terre, c'est facile. On marche, ça veut dire on prend appui sur le sol, il y a des frottements sur le sol. Notez que ce sont les frottements qui vous permettent d'avancer. Si vous êtes sur un sol parfaitement glissant, genre une patinoire, vous n'avancez pas, vous pédalez dans la semoule. Donc ce sont les frottements qui vous permettent d'avancer sur Terre. Dans la semoule, c'est plutôt sur la glace. Dans l'espace, comment vous pouvez faire? Il n'y a rien pour vous appuyer, il n'y a pas de frottement au possible, il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout. Comment vous pouvez faire? Eh bien, on le voit très bien sur cette petite photo-là, regardez. Il a un espèce de costume, là, le héros du film. Hop. Il a un petit système qui envoie un gaz, en l'occurrence de l'azote, enfin du diazote, on devrait dire, qui envoie un gaz qui va le propulser par action et par réaction. Vous connaissez ça, action et réaction? Eh bien, le fait que ce gaz est éjecté dans une direction, il va créer une force sur l'astronaute et il va le pousser dans la direction opposée. Et donc vous pouvez vous déplacer en translation par propulsion, en l'occurrence de gaz. C'est pareil pour les fusées, sauf que les fusées, ce n'est pas du gaz qui sort. Si, c'est du gaz, mais c'est du gaz chaud, rapide, qui résulte d'une réaction chimique. Là, c'est du gaz froid, qui est juste sous pression. On ouvre, et puis, pchit, comme une sorte de bonbonne de gaz, pchit, et puis ça fait un petit jet qui propulse à l'avers. Si vous avez une bonbonne de gaz dans l'espace, vous pouvez vous propulser. D'ailleurs, la fille utilise ça à la fin avec un extincteur, on va voir ça. Ces costumes-là, ils ont réellement existé. En voilà un, en voilà un autre. Ça, c'est le costume qui a vraiment existé, dont ils se sont inspirés dans le film, qui n'est plus utilisé maintenant, parce qu'il a été considéré comme un peu trop dangereux. Il pouvait atteindre des vitesses d'une vingtaine de mètres par seconde, et c'était considéré comme un peu trop dangereux. Là, en l'occurrence, maintenant, ils ont des petits systèmes qui sont là juste pour la survie. Quand ils se déplacent autour de la station, ils sont toujours sanglés, accrochés à la station. D'accord ? C'est le câble, c'est ce câble-là qu'on voit. Et c'est ce câble qu'on voit tout le temps dans le film, où ils sont toujours accrochés à la station. S'il devait y avoir un problème d'accrochage, s'il devait s'éloigner de la station, c'est vraiment emmerdant. Quand vous êtes en mouvement dans l'espace, comment vous vous arrêtez? Quand vous là, je suis en mouvement là, je me pousse, et puis je m'éloigne de la station. La station est là, je m'éloigne. Comment je fais pour m'arrêter? Ben, il n'y a pas de frottement. Hein. Alors on fait quoi? Vite, je suis parti, là, je suis bientôt mort. Eh bien, il faut que j'ai un petit jet dans le dos qui me pousse vers l'avant. Eh bien, c'est ce que fait ce petit machin qui est là. D'accord? Et le petit jet qui me pousse dans le dos, il arrête mon mouvement et hop, éventuellement, il le repart dans l'autre sens. Et là, comment je m'arrête? La station approche. Un petit jet dans ce sens-là pour que ça m'arrête. D'accord? Donc, en faisant des jets dans la direction que l'on veut, il y a 3 directions d'espace, donc ils ont des jets coordonnés là où il faut faire un petit jet pour commencer à bouger.
et un petit jet exactement de la même intensité, de la même durée et opposé pour s'arrêter. Sinon, vous ne vous arrêtez pas. D'accord ? Donc c'est vraiment important dans l'espace, quand on fait pour faire un mouvement, en tout cas de translation, un petit coup de jet dans un sens et un petit coup de jet dans le sens opposé, un peu plus tard, quand vous êtes assez déplacé. Là, ce petit système qui est ici, beaucoup plus léger, il n'est là que pour la sécurité. Il ne s'en sert pas pour les évolutions dans l'espace. Dans Tintin, de ce point de vue-là, ça commence pas mal. La fusée qui se retourne, regardez, elle est poussée sur le côté. La fusée doit se retourner avant d'arriver sur la Lune. Mais il fait un jet qui dure des plombes. Pchit, et la fusée se met à tourner. Pchit plus fort, la fusée tourne plus vite. Et après, il se passe quoi ? La fusée, elle tourne. Ce qui manque dans cette image, il manque un pchit dans le sens opposé, de sorte que ça arrête la rotation de la fusée. Si elle n'est pas arrêtée, cette rotation, la fusée tourne. Et ne s'arrête pas, parce que dans les frictions, il n'y a pas de friction dans l'espace, dans le vide de l'espace, donc la fusée tourne sans s'arrêter. D'accord ? Donc si on veut maintenant tourner, on pourrait imaginer des pchits qui vous poussent d'un côté ou de l'autre. Si je fais un pchit qui part d'ici, pchit, je me mets à tourner comme ça. Si le jet part là, hop, je me mets à tourner comme ça. Et donc il faut un de l'autre côté, même intensité, direction opposée, pour que ça arrête ma rotation. Donc le siège qui était celui-là, ce siège-là, il avait 12 petits systèmes de propulsion. 12 jets de gaz, avec un réservoir de... Quand il n'y a plus de gaz, vous êtes foutus. Hein. Donc, vous utilisez votre gaz, pchit d'un côté, pchit de l'autre, et vous avez un certain temps d'évolution pour ça. Tout est évidemment, il y a un petit joystick, vous avez un petit joystick pour faire ça, quelque chose qui était tout intégré, où il n'y a pas trop à réfléchir, si j'ose dire, et qui calcule automatiquement ce que voulait faire l'astronaute pour le diriger. Donc ce qu'on voit dans le film, c'est tout à fait plausible, sauf que le Clooney là, qui fait ses évolutions de Charlot dans l'espace, il fait ça avec une grande aisance. Ça n'a jamais été aussi évident que ça de le faire. Les gens qui ont testé ça, ça a été utilisé, le MMU l'a été utilisé 4 fois dans l'espace, je crois 3 ou 4 fois. Et toujours en faisant bien attention, en faisant pas le guignol, en vérifiant que ça se passe bien. Pas du tout le Charlot que fait Clooney dans le film. Alors là, c'est pour déplacer un humain, et on a vu qu'on peut faire des pchits en translation, des pchits en rotation, d'accord ? Mais il y a un autre moyen aussi de se déplacer dans l'espace, et cette fois-ci, quand on veut changer d'orientation, avec les pchits, on peut faire ça. Mais maintenant, imaginez que c'est la station spatiale. La station spatiale, on veut la changer d'orbite, alors c'est facile, on la pousse, et puis elle monte en orbite. Bon, maintenant, si on veut la faire descendre d'orbite, il faudrait la pousser dans l'autre sens. On va revenir sur ça là-dessus. Bon, elle change d'orbite d'altitude. Mais si on veut la changer d'orientation, on pourrait faire pchit d'un côté et puis pchit de l'autre. Mais la station, elle pèse 400 tonnes. Donc il faut des gros pchits, il faut mettre du gaz, enfin c'est compliqué. Donc comment on fait pour que la station change d'orientation ? Eh bien regardez ça. Il y a ce petit film-là qui va vous éclairer sur la situation. Ça a l'air un peu bizarre, c'est pas la station spatiale, il a une roue de bicyclette dans la main, et là il a un petit moteur là qui va tourner très vite, ça va faire tourner la roue. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc il fait tourner la roue de la bicyclette très vite sur elle-même, c'est pour ça qu'il a un petit moteur, il a une poignée adaptée pour bien tenir la roue de bicyclette, on peut faire ça sans la poignée. Il s'assied sur un siège tournant, et regardez qu'est-ce qu'il fait. Il met sa roue horizontalement, l'axe de rotation maintenant est vertical, il le remet horizontal et ça arrête la rotation et ça la repart. Le simple changement de position de l'axe de rotation de la roue suffit pour déclencher une rotation. D'accord ? Vous ne savez pas encore ça, vous le verrez pour ceux qui rentrent en prépa ou qui font études scientifiques, bac plus quelque chose, ça s'appelle la conservation du moment cinétique. Donc le gars, il est comme ça, assis sur son siège tournant, avec sa roue qui tourne devant lui, il ne se passe rien. Il tourne la roue, il change la position de l'axe de rotation de la roue, et ça engendre une rotation dans un sens. Il remet la roue dans le bon endroit, ça arrête la rotation. Il remet la roue dans le sens opposé, ça fait tourner dans le sens inverse. Il suffit d'avoir, dans la station spatiale, des roues comme ça, qui tournent selon 3 axes perpendiculaires, et le simple changement de rotation de l'axe des roues fait tourner la Station spatiale internationale selon 3 axes qu'on peut choisir. Voilà les roues qu'on appelle les roues d'inertie. Voilà les roues de la Station spatiale internationale. Voilà l'échelle ici. Ça pèse, je ne sais plus combien, 5 ou 600 kilos. Ça tourne à 10 000 tours par minute. Donc c'est un gros machin, c'est de la grosse mécanique. Et il suffit d'agir sur l'axe de rotation de la roue pour que ça change la position de la station spatiale. L'orientation de la station spatiale. On veut changer l'orientation de la station parce que parfois, quand elle passe dans l'ombre de la Terre ou quand elle est mal positionnée par rapport aux rayons du Soleil, on veut que les panneaux solaires soient mieux positionnés. Donc on change la position de la station spatiale ou même simplement pour un appontage ou du coup Dieu sait quoi, on peut vouloir changer un peu
la position de la station spatiale. Alors dans le film, il y a un truc qui est très important, c'est les débris spatiaux. Ça vous a pas échappé, j'imagine. Toute l'intrigue du film, elle est fondée sur le fait qu'ils sont là pour réparer le télescope spatial Hubble, et puis ils prennent des débris, et puis c'est la catastrophe. Alors ils nous disent, le NORAD, c'est un centre de commande américain de détection de débris, pas de débris, de surveillance de l'espace aérien américain, donc contre des missiles russes, contre des avions méchants, contre tout ce qu'on veut, des débris spatiaux, tout ce qu'on veut. Et là, ils nous ont dit, dans le film, ils disent, voilà, le NORAD a détecté des débris qui se déplacent à 30 000 km par heure. Alors 30 000 km par heure, c'est pas mal, ça fait à peu près 8 km par seconde, c'est une bonne vitesse. C'est un bon ordre de grandeur de vitesse orbitale. Sauf que la vitesse orbitale la plus grande possible, c'est à 0 mètre d'altitude, c'est 7,9 km par seconde. 30 000 km par heure, ça fait presque 8 km par seconde. Ça correspond à aucune vitesse orbitale à altitude positive. Donc c'est pas une vraie vitesse orbitale, mais c'est le bon ordre de grandeur. Des débris qui vont à 30 000, pourquoi pas. Si vous avez un satellite, sa vitesse orbitale, elle est typiquement de l'ordre de 7 à 8, entre 7 et 7,5 km par seconde, ce qui fait typiquement 27 000 km par heure. Donc la vitesse des débris est plausible, elle n'est pas tout à fait juste, mais elle est plausible. Alors les débris, c'est un vrai problème. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est l'entrée du débris. Ça, c'est la sortie du débris. D'accord ? Dans le même panneau de la navette spatiale Endeavour en 2007. Ils sont reposés, ils vérifient toute la navette, dans quel état est la navette. On vérifie tout, on remet tout ce qui a été abîmé, on répare tout, on remet tout d'équerre pour le prochain vol. Et ils sont tombés là-dessus, sur un radiateur, donc quelque chose qui était un panneau métallique à l'extérieur qui rayonne la chaleur en trop dans la navette. C'est le système d'évacuation de la chaleur interne. Eh bien, le trou d'entrée. Donc on a un petit débris, il a un petit trou qui fait 5 mm de diamètre, le trou de sortie qui est beaucoup plus gros. Et ça, le débris qui a fait ça, c'est probablement une écaille de peinture. C'est quelque chose comme une écaille de peinture ou une petite poussière, genre un grain de sable, ou une petite chose qui a fait ça. Sauf que cette petite chose, elle n'était pas petite. Elle n'était pas que petite, elle était aussi très rapide, elle était surtout très rapide. Ce qui fait que son énergie cinétique était énorme. L'énergie cinétique qui, vous le savez sans doute, varie comme le carré de la vitesse. Et la vitesse, c'est des kilomètres par seconde. D'accord ? C'est des kilomètres par seconde. Si vous voulez percer un gros blindage, vous voulez percer le blindage d'un tank, vous pouvez envoyer un gros obus en métal très dense, très lourd et rapide, mais vous pouvez aussi un camembert. Avec un camembert, ça marchera aussi. Mais le camembert, comme il n'est pas très dur, il faut l'envoyer très très vite pour qu'il ait qu'il ait une énergie totale énorme. Quand il n'est pas très dur, il n'est pas très lourd surtout. Il faut qu'il ait une énorme vitesse. Donc si vous envoyez des choses suffisamment rapides, elles auront beaucoup d'énergie cinétique et elles passeront à travers à peu près n'importe quoi, pourvu que vous ayez assez d'énergie cinétique, assez d'énergie de mouvement, donc accélérer ou donner une vitesse suffisante à votre projectile. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. On peut croiser des débris qui vont à très grande vitesse, relative par rapport aux cosmonautes, par rapport à la station, par rapport à la navette spatiale, enfin maintenant qui ne vole plus. Et cette très grande vitesse fait que le débris a une très grande énergie et que même la plus petite chose peut avoir des conséquences dramatiques. Les combinaisons d'astronautes, par exemple, elles pourraient, ça n'est jamais arrivé, elles pourraient être percées par un débris. Si ça arrivait, si elles étaient percées par un débris, le gars il perd son air. Ça va mal. Alors ils ont des systèmes pour boucher ça quelques instants, si je veux dire, pour compenser ça quelques instants, mais ça pose un vrai problème. Donc il faut des combinaisons qui soient à la fois résistantes et puis tenir compte de cette possibilité dans la structure même de la combinaison pour avoir des systèmes auto-colmatants ou pour avoir un dispositif que le gars il a dans sa poche et qui peut lui permettre de boucher ou de, au moins temporairement, limiter la fuite. Donc les débris, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème surtout quand on voit une image comme ça. Voilà un peu une cartographie des débris régulièrement suivis qui sont à moins de 2000 km d'altitude. Régulièrement suivis, ça veut dire des débris qu'on suit parce qu'ils ont une taille suffisante pour qu'on les voit. Et taille suffisante pour qu'on les voit, c'est à peu près 10 cm de taille. Donc c'est déjà des énormes débris. Un énorme débris comme ça qui rentre dans la station spatiale, ça détruit, enfin ça fait un énorme trou à travers. Un énorme trou à travers. Donc on ne veut surtout pas qu'elle prenne un débris comme ça. Donc on suit ces débris-là, et c'est en particulier pour ça qu'on l'a fait changer d'altitude de temps en temps. Donc le voisinage de la Terre, les orbites basses, comme on dit, est considérablement pollué par tous les débris de l'industrie spatiale depuis qu'on envoie les satellites. Les satellites qui sont hors jeu, qui ne servent plus à rien, tous les morceaux de lanceurs qui sont restés en orbite, tous les morceaux de peinture, de boulons, de trucs, enfin tout le bazar qui est là-haut, il tourne autour de la Terre, il ne tombe pas, il est en orbite, donc il reste là-haut, tranquillement. Et de temps en temps, il y en a qui tombent à cause des frictions atmosphériques qui finissent par tomber à la surface de la Terre, mais il en reste des quantités énormes. Et si on regarde maintenant jusqu'à l'orbite géostationnaire, c'est encore plus impressionnant, il y a énormément de débris aussi.
C'est que maintenant, on estime qu'un satellite, il a dans sa durée de vie, un satellite de télécommunication, dans sa durée de vie, il a à peu près 5% de chance de se prendre un débris et d'être détruit ou abîmé à cause d'un débris. 5% de chance. Ça laisse encore de la rentabilité pour envoyer des satellites, mais si cette proportion-là montait à 10 ou 15%, ça ne vaudrait plus le coup d'envoyer des satellites de télécommunication. Donc la question des débris spatiaux et de l'encombrement des zones intéressantes, des zones orbitales intéressantes par les débris spatiaux est un point extrêmement important qui n'est pas à prendre à la légère pour les agences, c'est qu'elles ne prennent pas à la légère, mais qu'assez récemment, où elles ont maintenant des politiques spéciales pour désorbiter les satellites, pour limiter les débris. Et n'empêche que, regardez, cette courbe-là, c'est stupéfiante. Il faut regarder la courbe en rouge, là, où on voit le nombre, regardez le nombre d'objets suivis qui font plus que 10 cm de taille en fonction de l'année. Alors, il y a longtemps, il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait pas de satellite. Et regardez comment ça augmente. Et puis, de temps en temps, regardez ce qui se passe, là. Paf! Puis, paf! Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, ben là, Fengyun 1C, c'est un satellite chinois qui était inactif, qui était en panne ou qui n'était plus en service. Et les Chinois, pour montrer au monde entier leur capacité à détruire un satellite en orbite avec un missile envoyé depuis le sol, ils ont détruit le satellite. Et du coup, ça fait un zillion de débris. Alors les Américains qui ont dit, puisque c'est comme ça, on va montrer qu'on est aussi capable de le faire, boum, ils ont visé un plus petit truc, mais ils l'ont fait là. Et puis il se trouve que là, il y a eu un truc qui est rarissime et qui est arrivé, une collision entre deux satellites. Entre un satellite de la constellation Iridium et un satellite Cosmos 2251, un satellite russe qui était plus en fonction. Ils se sont rentrés dedans et boum, des débris. Donc vous voyez, ça rigole pas du tout. Il y a eu, on est relativement tranquille, et d'un coup, là, il y a eu une augmentation terrible depuis quelques années par ces collisions, par ces tests de celui qui a la plus grosse, en gros, capable de, je veux montrer que je suis capable de détruire un satellite en orbite. Donc dans le cas de Fengyun 1C, par exemple, ils ont suivi l'évolution des débris. Alors, voilà, ça c'est l'orbite en blanc, c'est l'orbite de la station spatiale, de la station internationale, et regardez l'orbite de tous les débris du satellite. Ils ne sont pas partis n'importe où, évidemment. Quand le satellite est en orbite, les débris, qu'est-ce qui se passe? Ils acquièrent une certaine vitesse, en plus de la vitesse orbitale, et donc ça modifie un peu l'orbite de chaque débris par rapport à l'orbite initiale du satellite. Et donc ça fait une sorte de paquet d'orbites dans lequel il y a tous ces débris qui tournent. Ils ne sont pas les uns à côté des autres, ils peuvent être à des centaines de mètres, c'est des petites choses qui peuvent être grosses comme ça, voire plus petites, parfois plus grosses, et en tout cas, voilà, ils sont après assez distants. N'empêche que vous n'avez pas tellement envie de traîner longtemps dans cette zone, c'est-à-dire longtemps, c'est des années, 1 minute ou deux orbites ou 3, il ne vous arrivera pas grand-chose, mais si vous traînez des années d'orbite là autour, vous avez finalement peut-être une chance de prendre un de ces débris. Alors dans le cas de Fengyun, regardez, voilà la position orbitale du satellite, ça veut dire qu'il était à une période de 102 minutes, et il avait une orbite qui était, je ne sais plus combien, vers 800 km. Eh bien, tous les points rouges et bleus, c'est toutes les positions des apogées et des périgées, des points les plus loin et les plus près des orbites qui sont devenues elliptiques, de tous les débris. Donc on avait des débris qui étaient le satellite était à 102 minutes, on a des débris qui sont devenus jusqu'à 90 minutes de période, qui se sont retrouvés des orbites plus basses, et puis d'autres qui ont des périodes de 130 minutes qui se sont retrouvés des orbites plus hautes. Donc ça répartit les débris à la fois en spatialement et en extension orbitale, donc c'était assez problématique. Alors du coup, dans le film, il nous dit ça. Réglez votre montre à 90 minutes. Et pourquoi 90? D'après Houston, ces débris font du 80 000 km/h. Alors, vu notre orbite, dans 80 minutes, on se reprend une branlée. Alors là, c'est rigolo, parce que c'est la récurrence. Toutes les 90 minutes, les débris reviennent et il faut se planquer. D'ailleurs, où que soit la fille, d'ailleurs, elle change constamment d'endroit, mais les débris sont toujours là. Alors ça, deux choses à ça. 90 minutes, pourquoi ils ont pris 90 minutes? À mon avis, c'est parce que c'est la période typique d'un satellite en orbite basse, à 400 ou 500 km d'altitude. Il a une période de rotation, de révolution tout autour de la Terre de l'ordre de 90 minutes. Deuxièmement, si les débris font 80 000 km/h, c'est vraiment que vous avez la paix. Mais pourquoi vous avez la paix? 80 000 km/h, c'est beaucoup plus que la vitesse de libération de la Terre. Et donc les débris, ils s'en vont, et vous ne les voyez plus jamais. Si les débris font 80 000 km/h, ils s'en vont, ils s'éloignent indéfiniment de la Terre et ils ne vous emmerderont plus jamais. Donc ça serait la bonne nouvelle, en fait, qu'ils fassent 90 000 km/h. Et vous avez marqué tout à l'heure, ils faisaient 30 000 km/h. Pour passer de 30 000 à 90 000, en vitesse, il y a un facteur presque 3. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'énergie. L'énergie cinétique est beaucoup plus grande. D'où vient cette énergie cinétique? On ne le sait pas. D'accord. Donc là, dans cette phrase-là, il y a au moins 3 erreurs. On a une accélération énorme, une augmentation énorme de la vitesse des débris. Cette énormité, il devrait en fait s'éloigner indéfiniment de la Terre. Et 90 minutes, c'est une période orbitale, vous voyez, alors c'est pas marqué, mais c'est 90 minutes.
Ça correspond à, je ne sais plus, quelque chose comme 400 km d'altitude, une orbite de 400, ou quelque chose comme 400 km d'altitude. Donc là, il y a 3 fautes dans 3 phrases à peu près. Alors maintenant, on a un petit extrait, ils arrivent près de la station spatiale. Alors vous allez regarder, je vais mettre le son. Là, on va regarder la scène où ils arrivent près de la station spatiale internationale, qui ressemble exactement à ça. Là, on voit le vaisseau Soyuz et son parachute, il y a eu un problème. Donc là, ils sont attachés. Là, vous voyez, vous avez très bien vu les petits jets là qui sont partis. Ça, c'était la propulsion à gaz qui lui permet d'avancer. Et il tire sa collègue avec le câble qui est accroché. Donc là, elle est accrochée au câble. Là, il y a une vision très stressante parce qu'on est en première personne, en vision. Il s'approche de la station. Boum. Alors évidemment, ils ont l'impression que c'est super fort, hein, mais évidemment, ils arrivent peut-être à 10 mètres par seconde. Hein, ça fait 30 ou 35 ou 36 km par heure. Bon, c'est pas dramatique. Là, ils rebondissent comme des brutes, mais ça n'est que 30 km par heure. Mais enfin, quand même, hein, ça ne va pas faire rigoler du tout dans l'espace. Donc là, évidemment, ils ont des problèmes. Ils tournicotent dans tous les sens. Ça, c'est plutôt très bien vu, hein, la façon dont ça se passe. Le câble, qui est, paraît-il, très résistant, va évidemment se briser. Voilà, c'est vraiment de la merde, ce câble. Il se coupe là. Bon. Alors maintenant, là, là, ils ont des problèmes. Alors là, on voit que c'est pas mal fait, c'est que vraiment, il tourne dans tous les sens et qu'elle peut s'agiter, ça n'arrêtera pas son mouvement. D'accord ? Elle a un mouvement de rotation, tout ce qu'elle fait, ça va changer de position, ça va perturber son mouvement de rotation. Son mouvement de translation, il est dû au rebond, elle n'a pas de pchit pour faire ci ou ça, elle est foutue, hein, elle est vraiment en roue libre, hein, comme on dirait. Et donc, c'est un vrai problème. Si vous êtes comme ça, c'est vraiment la merde. Donc là, ils ont raison. Donc voilà, elle s'éloigne. Alors elle a de la chance, il y a son pied qui se prend dans un câble, ça c'est vraiment le coup de peau, mais tant mieux. Voilà, super. Alors là c'est bon. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Poum, ça l'arrête. Là c'est très bien, ça la bloque et ça la fait tourner. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Ça la bloque pourquoi ? Parce que toute son énergie cinétique de translation est dissipée en élasticité du câble. Donc ça arrête son mouvement et l'énergie elle passe dans l'élasticité du câble. Et comme elle a arrêté son mouvement de translation, il reste encore le mouvement de rotation, elle s'arrête. Et elle part en rotation. Ça, c'est très bien fait. Alors, elle prend le pied dedans. Super. Vous pouvez faire un peu de géographie. Hein. Vous pouvez reconnaître les continents qui sont en dessous. Hein. Chaque fois, c'est vrai. C'est des vraies formes. Tout ça, c'est vrai. Donc là, il arrive. Il y a intérêt à ne pas le rater. Bon, un peu de suspense quand même. Hein. Allez. Voilà, je l'ai. Et là, poum, ça s'arrête. Donc là, c'est très bien. Parfait. La vitesse... L'énergie cinétique du mouvement du gars est dissipée dans l'élasticité du câble et de l'autre derrière, ils sont accrochés, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune raison que le câble reste tendu comme ça. Hein. Là, c'est comme s'il y avait une force qui le tirait le long du câble. Il n'y a pas de force qui le tire nulle part. Il est en chute libre. Donc pour lui, dans son référentiel en chute libre, la pesanteur effective, apparente, est nulle. Donc là il se dit que je ne peux pas revenir, je suis trop loin, là c'est une mort vraiment idiote, hein, parce qu'il n'a pas besoin de se détacher là. Il a juste à tracter le long du câble et il avance tranquillement. Hein. Il a annulé sa vitesse, c'est vraiment la mort con, hein, là. On ne peut pas dire mieux là. Là ils sont sauvés là. Il faut que doucement, le truc important, c'est que surtout son pied ne se décroche pas du câble qu'il accroche à la station. Mais là, ils ont qu'à se tracter doucement. Et là, s'il fait ça, regardez, et s'il était vraiment en apesanteur, il fait ça, eh bien, il doit rester sur place. Cette vitesse relative, elle est nulle, elle a été annulée par la gestion de l'élasticité du câble. Et là, il lâche, non, c'est pas possible ça. C'est vraiment une mort bête. Hein. Mais là, évidemment, il ne peut pas faire autrement. S'ils veulent se débarrasser de Clooney dans le film, bon, ben, ils le font mourir comme ça, en héros, c'est sympa. Mais c'est vraiment une mort bête. Tout le problème d'avant a été résolu, avec un peu de chance. Ils se sont arrêtés, ils ont une vitesse quasiment nulle par rapport à la station, ils ont la même orbite que la station, toute la différence de vitesse par rapport à la vitesse orbitale de la station était dissipée dans l'élasticité du câble, et dans leurs habits, et dans tout, et à la fin, et ben là, ils sont en repos, tant qu'ils sont accrochés à la station, ils tirent doucement le câble et c'est bon. Voilà. Faut pas se décrocher, mais voilà, c'est bon. Alors, deuxième scène qui est sympa aussi, c'est pas à cause de la petite culotte de la crise, c'est... Parce que, donc là, elle se déplace. Alors là, c'est plutôt pas mal. Ils se déplacent dans les stations exactement comme ça. Ils flottent dans la station, ils sont en apesanteur. Donc ils se poussent, ils font action-réaction. Ils se poussent sur un mur et ils se bloquent sur l'autre quand ils arrivent. Ou ils se propulsent en avant et ils se bloquent en avant en arrivant. Ils se poussent pas trop vite pour pas avoir à subir des forces trop importantes. Mais voilà, donc elle se déplace exactement comme ils se déplacent. Ça, c'est très bien. Donc il y a un truc, regardez, il y a la pince qui flotte, très bien. Là, il y a regardez bien, c'est ça qui est intéressant. Là, regardez la gueule des flammes.
C'est pas très naturel des flammes comme ça. Je parle même pas des flammes qui flottent, ça peut être un petit débris qui brûle et qui est en apesanteur, qui s'est détaché, ça, il n'y a aucun problème. Hein. Mais regardez la forme des flammes. Vous avez déjà vu des flammes comme ça, vous voyez une fourchette, c'est plus curieux. Bon, après, elle arrive là-bas, bon, c'est fini. Eh bien, les flammes, elles ont une forme curieuse. C'est quoi les flammes d'habitude? Quelle forme les flammes d'habitude? Hein? Ben, une forme un peu étirée. Elles ont pas une forme un peu en boule. Vous avez déjà vu des flammes en boule? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'existe pas, les flammes en boule. Pas sur Terre, en tout cas, pas à la surface de la Terre. Et pourquoi ça n'existe pas? Voilà deux formes de flammes. Vous avez déjà vu des flammes comme ça? Jamais. Ça, oui. Ça, non. Eh bien, ça, c'est une flamme qui est sur Terre, dans la gravité de la Terre. Ça, c'est une flamme qui est en apesanteur. Voilà l'unique différence entre les deux. Et ça résulte de quoi? Du fait que quand il y a une flamme, il y a donc une zone chaude qui est ici. Et en plus, ça dépend de la température, dépend de la couleur. Mais il y a une zone chaude qui est ici. Donc l'air qui est autour de la flamme, il est chauffé. Et qu'est-ce qui se passe quand de l'air est chauffé? Il devient moins dense, et donc il va monter. L'air chaud monte, comme on dit. Ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc l'air chaud monte. Donc là, vous avez, au voisinage de cette flamme, vous avez de l'air chaud qui monte là et là. Et donc il va y avoir un mouvement, il y a de l'air froid qui arrive par en dessous, de l'air froid et riche en oxygène. Et là, qui part vers le haut, de l'air chaud et pauvre en oxygène, à cause de la combustion. Et donc, du coup, vous avez une circulation d'air qui a deux conséquences. D'abord, ça alimente en permanence en dioxygène la flamme. Et deuxièmement, le mouvement d'air va donner cette forme caractéristique à la flamme. Maintenant, quand on est en apesanteur, la gravité apparente est nulle. Donc, il n'y a pas le mouvement d'air de la poussée d'Archimède. Il n'y a pas de poussée d'Archimède. Donc, la flamme, elle se met sphérique ou quasiment sphérique. Elle brûle le dioxygène qui est au contact de la flamme. Et puis, quand il n'y en a plus, poup, elle s'éteint. Donc quand on allume une bougie dans l'espace, si j'ose dire, quand on a mis une bougie en apesanteur, la bougie s'allume, la flamme a une forme très bizarre, et ploup, elle s'éteint toute seule s'il n'y a pas un mouvement d'air qui vient l'alimenter en permanence en dioxygène. Et le mouvement d'air, dans le cas de l'incendie qui s'est déroulé là-bas, il est tout simplement dû au fait qu'il y a une aération à l'intérieur, une circulation d'air artificielle qui est créée dans la station spatiale, simplement pour recycler l'air, pour extraire le CO2 que rejettent les astronautes, pour enlever l'humidité, pour épurer l'air, bref, pour le rendre plus correct, plus sain, pour le remettre de l'oxygène dedans. Eh bien, cet air-là tourne en permanence. Ce qu'on voyait tout à l'heure, les feuilles qui bougeaient, c'était ça. Et du coup, quand il y a un incendie d'une station orbitale, c'est un événement très très grave, parce que l'air circule, donc la flamme peut être alimentée, et puis vous n'ouvrez pas la fenêtre pour partir, quoi, hein, vous êtes dedans, et puis il y a le feu. Donc pour éteindre un feu, il faut vraiment réfléchir un peu. Ça s'est arrivé déjà une fois dans la station Mir, hein, il y a eu un incendie, et ils ont réussi, les Russes qui étaient là, ils ont réussi à gérer le truc, et très fort. Là, les Russes ont été très forts. Alors il y a une scène aussi qui est particulièrement intéressante, qui est la poursuite orbitale, où vous vous rappelez, elle sort, elle va de station en station, et puis elle monte à un moment donné dans un module Soyouz, qui est propulsé ici uniquement par les rétrofusées du module Soyouz. Les modules Soyouz, quand ils se posent, ça fait ça. Il y a le truc qui descend avec le grand parachute, comme on le voit, et juste avant de toucher le sol, il y a des rétrofusées qui se déclenchent pendant 2 ou 3 secondes pour pratiquement annuler la vitesse du Soyouz et qui touchent le sol, pas à vitesse nulle, mais presque nulle, pour que ça ne fasse pas un trop gros choc pour les astronautes qui sont à l'intérieur. Donc ces rétrofusées dont il est question, elles existent vraiment. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en orbite? Le problème, il est là. Vous êtes en orbite. Donc il y a une station qui est en orbite. Par exemple, la station chinoise qu'on voit ici dans le lointain. Il y a la station chinoise qu'elle vise. Elle est derrière la station chinoise. On comprend dans le film qu'elle est sur la même orbite que la station chinoise. Donc il y a 2 engins en orbite, sur la même orbite, l'un derrière l'autre. Comment on fait pour rattraper le premier? Eh bien, dites-moi. Alors, vous allez voir que ce n'est pas si simple. Il faut faire quelque chose. On a envie de le rattraper. On sait faire des rendez-vous orbitaux. On sait envoyer des cargos à l'ISS. Donc, on sait faire ça. Mais ce n'est pas simple du tout. Et ça ne se fait sûrement pas à l'arrache comme elle l'a fait. En fait, il faut réaliser une chose. C'est comme vous donnez un rendez-vous. Qu'est-ce que vous donnez comme rendez-vous? Vous dites, on se donne rendez-vous au café machin à 15h30. Donc, vous donnez un lieu et une heure. D'accord? Quand on veut faire, mais vous oubliez une chose, il y a toujours une chose que vous oubliez de dire, parce que ça va sans dire, mais il y a toujours une chose que vous oubliez de dire, c'est vous. On se donne rendez-vous, tel endroit, telle heure, et vous vous débrouillez pour que vos vitesses relatives soient nulles. Parce que si la personne qui passe à tel endroit, à telle heure, passe en voiture à 200 km/h, elle est bien à tel endroit, à telle heure, mais comme elle a une vitesse relative qui est non nulle par rapport à vous, elle n'y reste pas longtemps. Ça a l'air idiot.
Mais dans l'espace, un rendez-vous orbital, c'est tel endroit, telle heure, telle vitesse. Tel endroit, telle heure, telle vitesse. Si vous n'avez pas la bonne vitesse, vous ne pouvez pas être au bon endroit. Parce que l'orbite, le rayon de l'orbite, ou la forme générale de l'orbite, dépend de la vitesse, disons, de l'énergie totale du système, mais en particulier de la vitesse. Donc un rendez-vous orbital, c'est telle heure, tel endroit, telle vitesse. Et vous remarquez que sur votre orbite, il y en a un, le premier qui est à, mettons, 400 km d'altitude avec la vitesse de 400 km d'altitude. Le deuxième, il est aussi à 400 km d'altitude, avec la même vitesse, mais pas au même endroit de l'orbite. Donc vous avez la même vitesse, et vous n'avez pas le même endroit. Et si vous changez dans l'espace la vitesse, vous changez l'endroit, et si vous changez l'endroit, vous changez la vitesse. Et donc ce n'est pas si simple de se retrouver en rendez-vous orbital. Ce n'est pas comme dans des films de gangsters, où en gros il y a les méchants qui sont devant dans la grosse voiture, vous êtes derrière avec la grosse voiture, et là vous les voyez, vous dites je vais les rattraper. Le gars il accélère comme un taré, là, comme dans les films de bagnole, à fond la caisse, il les rattrape, il les pousse et tout ça. Na. Là ce qu'elle fait, c'est exactement comme dans les films de gangsters, elle se pousse aux fesses avec ses gros réacteurs, et après qu'est-ce qui va se passer? Elle va gagner de l'énergie de mouvement, elle va gagner de l'énergie cinétique. Son énergie totale va augmenter, et quand l'énergie totale d'un objet en orbite autour de la Terre augmente, il va monter en altitude. Son altitude va monter. Et donc elle va se retrouver, elle va peut-être rattraper la station chinoise, elle va la rattraper, mais elle sera au-dessus. Et maintenant, si elle veut aller, enfin quand je dis elle va la rattraper, même pas, je dis une bêtise, si elle est plus haute en altitude, sa vitesse orbitale sera plus petite, donc c'est pire que ça. Elle va s'éloigner par rapport à la station orbitale. Donc elle se pousse aux fesses, elle monte en orbite, elle a une vitesse orbitale plus faible, et donc elle va perdre de la distance par rapport à la station chinoise. Et en attendant assez, la station chinoise va la rattraper de l'autre côté. Si maintenant elle faisait l'inverse, si elle se propulsait non pas vers la station, mais à l'opposé de la station, cette fois-ci elle va perdre de l'énergie totale, elle va descendre d'orbite, elle va aller plus vite parce qu'elle est sur une orbite plus basse, elle va rattraper la station, mais elle sera en dessous. Donc là, ce qu'elle fait là, soit elle sera rattrapée par la station, mais plus haute, soit elle va rattraper la station, mais elle sera plus bas. Et donc le rendez-vous, il est toujours raté. Vous n'avez ni la bonne vitesse ni la bonne position. Et donc un rendez-vous orbital, c'est compliqué. C'est pas juste je pousse et ça va bien. D'accord ? Quand on se propulse en orbite, quand on se propulse dans l'espace, on change d'orbite. Voilà l'exemple ici. Vous êtes sur l'orbite verte, vous êtes ici, vous tournez tranquillement, vous vous poussez ici comme ça, et bien paf, vous allez faire une orbite qui va être une ellipse tangente à l'endroit d'où vous êtes parti et qui va atteindre un apogée qui va dépendre de votre vitesse que vous avez donnée ici. Hop, vous faites ça. Et vous changez d'orbite. Et si vous croisez l'autre ici qui est au bon moment, par exemple la Terre, en rouge la planète Mars, vous poussez en fusée juste ce qu'il faut pour arriver près de Mars. Eh bien, il faut faire un effort. Vous êtes près de Mars, mais vous n'avez pas la vitesse de Mars. Vous êtes près de Mars. Et il faut avoir la même vitesse que Mars pour se poser sur Mars, par exemple, pour se mettre en orbite autour de Mars. Eh bien, il faut un deuxième coup de fusée pour gagner ou pour avoir la vitesse de Mars. Donc, vous devez faire une manœuvre de démarrage, une manœuvre à l'arrivée. Et donc, si vous voulez changer d'orbite vert pour aller à l'orbite rouge, vous faites un petit coup comme ça et un petit coup comme ça. D'accord ? Il faut faire deux impulsions. Il faut propulser deux fois et pas une fois pour changer d'orbite. Et donc, on la voit propulser qu'une seule fois, elle. Donc ce qu'on nous montre, évidemment, n'est pas tout à fait correct. Et puis ça se calcule, je me suis même amusé, j'ai passé une partie de mes vacances de juillet d'il y a 2 ans, une quinzaine de jours, à essayer de recomprendre tout ça dans le détail pour calculer qu'est-ce qu'elle aurait dû faire. Et qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, ça dépend de combien de temps elle veut mettre pour atteindre la station chinoise. Si elle se donne 10 minutes, si elle veut y être dans 10 minutes, il faut qu'elle se donne un gros incrément de vitesse, typiquement une centaine de mètres par seconde, là où les petits boosters qu'elle a à l'arrière donnent plutôt quelques mètres par seconde. Et si elle se donne plutôt 1h30 pour l'atteindre, donc quasiment un peu plus d'une orbite, de l'ordre d'une orbite, alors avec les 10 mètres par seconde, elle peut le faire, à condition de pousser exactement dans la bonne direction, qui n'est pas dans le sens de l'orbite, qui est un peu sur le côté pour que... Bon bref, il faut réfléchir. Donc là, manifestement, elle n'a pas assez réfléchi, mais c'est pas grave. C'est compliqué. Alors voilà le petit extrait maintenant sur l'approche finale. Donc là, elle veut arriver près du module Soyouz, près de la station chinoise, excusez-moi. Donc là, son truc a marché, bon, en dépit de les lois de la physique, ça a marché. Elle regarde. Donc là, le module Soyouz, les vitesses relatives là peuvent être importantes, peuvent être de l'ordre de plusieurs centaines de mètres par seconde. C'est des vitesses orbitales, donc dès qu'on a une fraction de vitesse orbitale,
La vitesse orbitale, c'est à peu près 7 à 8 km, entre 7 et 7,5 km par seconde. Si vous avez une fraction de ça d'écart, 10%, ça fait déjà 700 mètres par seconde. Hein. Ça fait plus de 2000 km par heure, donc 2500 km par heure. Donc là, elle prend l'extincteur, ce qui n'est pas une mauvaise idée dans le principe. Et puis elle va jouer avec l'extincteur en faisant un pchit avec l'extincteur. Vous vous rappelez de ça? Donc là, elle a l'air de faire des décomptes comme ça à l'œil, dit allez, c'est bon, j'y vais. Moi, je ne me risquerai pas à ça. Elle sort, elle est propulsée à l'extérieur, ça c'est bien. Il y a la pression de l'air interne qui la pousse à l'extérieur, donc ça c'est bien, ça donne une vitesse supplémentaire. Elle fait ça avec le truc, ça c'est comme, vous avez vu Wall-E, il fait pareil, Wall-E. Pour ceux qui ont vu Wall-E. Donc c'était pas nouveau. Elle se propulse, c'est pas idiot. Alors quand même, vous remarquez un truc, c'est qu'elle se pousse avec ça. Donc effectivement, on se dit, quand on se pousse, il y a action et réaction. Mais vous avez, quand on se pousse, j'allais dire, sur le côté, on va se mettre à tourner aussi. Ça veut dire quoi, en fait, sur le côté? Si on veut se pousser seulement en translation, moi, j'ai l'extincteur dans la main, je suis dans l'espace, j'appuie comme ça. Mais je veux reculer seulement, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire avec mon extincteur? Exactement. Il faut que la poussée soit exactement alignée avec mon centre de gravité, qui pour un humain nu vertical comme ça, c'est le centre de nombril. Là, avec sa combinaison, admettons. Il faut que je le mette au niveau de mon nombril et que ça pousse par là, et là, je vais reculer tout droit. Si c'est un peu sur le côté, je vais reculer et tourner. Donc elle veut faire une manœuvre un peu subtile, s'orienter vis-à-vis... Enfin, vous comprenez que ça devient très compliqué, mais très compliqué, de s'orienter avec un extincteur dans la main. D'accord ? Elle y arrive quand même, hein. C'est ça qui est bien. Mais donc là, elle y va. C'est un peu curieux qu'elle y arrive si bien. Surtout que l'extincteur, il n'a pas beaucoup de gaz dedans. Il la propulse avec une vitesse de quelques mètres par seconde. Donc il vaut mieux pas avoir des dizaines ou des centaines de mètres par seconde de vitesse relative à annuler. Il vaut mieux avoir quelques mètres par seconde de vitesse à annuler. Elle s'approche quand même de la station chinoise. Très bonne idée. Super. Alors vous allez voir ce qu'elle va faire à un moment donné. Ça, c'est intéressant et qui est pas mal. Donc là, le gaz, ça sent le gaz, je veux dire, il n'y en a bientôt plus. Donc là, il faut s'accrocher. Là, c'est vide, et là, c'est foutu, quoi. Elle est trop loin, c'est foutu. Si elle ne peut pas s'accrocher. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est très bien. Voilà, ça, c'est super. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a balancé du côté opposé où elle veut aller. Et en jetant ça, eh ben, elle subit une force. Elle a donné une force. Elle a donné de la quantité de mouvement. Elle a donné du mouvement au machin. Donc, elle part de l'autre côté. Ça, c'est très bien. Vous devriez regarder la rotation et tout, c'est compliqué la vie. Mais là, elle a fait un très bon mouvement, et puis finalement, elle s'en sort. D'accord? Donc là, il y a plein de mécaniques subtiles. Il ne faut pas pousser n'importe où. Si on veut vraiment aller tout droit, maîtriser, ça va dire, il faut vraiment viser. Et c'est compliqué, parce qu'elle ne peut pas faire ça à l'arrière, elle fait ça comme ça devant elle, et donc elle ne voit pas vraiment ce qui se passe derrière, en plus avec la tête dans son casque. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors pour conclure, on va regarder ça. La dernière petite séquence, ça c'est le retour sur Terre. Vous vous rappelez, elle descend, elle est montée dans la station chinoise. La station chinoise est en train de, comme par hasard, de tomber sur Terre à cause des frottements aérodynamiques sur la haute atmosphère. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc là, ça bouge pas mal. C'est normal, elle est en train de rentrer dans l'atmosphère de la Terre. D'accord ? Donc il y a des frottements aérodynamiques qui peuvent, d'ailleurs les cosmonautes disent, on a l'impression d'être dans un tambour de lessiveuse, hein, ça secoue beaucoup quand ils sont en train de descendre. Donc là, elle est là, et regardez bien ce qui va se passer là. Donc là, je récapitule quand même, elle est en train de descendre vers la Terre, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce qui arrive quand même sur la friction atmosphérique? Ça fait quoi la friction atmosphérique? Ça fait une décélération. Et quand on est décéléré, ça fait quoi dans la cabine? Ça fait une pesanteur artificielle. Vous êtes décéléré, accéléré, on s'en fout du signe, ça va changer la direction, c'est tout. Vous êtes dans une situation où dans la capsule, il y a en ce moment une pesanteur artificielle qui résulte de la décélération. Et qui est très importante, la décélération, parce qu'elle passe de 25-26 000 km par heure de vitesse orbitale à quelques kilomètres par heure de vitesse de chute à la fin. Donc il y a une très importante décélération. Donc il doit y avoir dans la capsule une pesanteur artificielle, on est bien d'accord. Bon alors très bien, ça secoue. Regardez là. Regardez qui arrive là. Le casque. Et qu'est-ce qu'il fait ce casque? Il flotte. Il flotte pourquoi? Parce qu'il
ils veulent donner l'impression qu'elle est encore en impesanteur. D'ailleurs, on voit le câble aussi là qui flotte. Mais le casque, il flotte tranquillement comme s'il était en impesanteur, alors que comme elle est décélérée, elle doit y avoir dans la capsule une gravité artificielle. Donc là, ils se sont donné beaucoup de mal pour faire de la post-production, qui a coûté cher. Ils auraient pu laisser le casque posé par terre. Ça aurait été vous posé quelque part, qui est dans le bon sens, qui est vers le bas, qui dépend de la direction de la gravité. Donc là, la station chinoise est détruite. C'est pas mal fait là, tous les rougeoiements qui sont dus aux frictions atmosphériques. Ça s'appelle, vu du sol, une étoile filante. La friction d'un corps qui rentre dans l'atmosphère à grande vitesse, la friction de l'air sur le corps l'échauffe et ça le rend brillant. Ça fume. La Terre, on voyait le limbe bleuté, ça c'était très bien. C'est un vrai problème. Il y a encore des stylos qui flottent dans la capsule. C'est vraiment concernant les post-productions. Il n'y a pas de stylo qui doit flotter dans la capsule. Là, elle est vraiment décélérée. Il ne devrait pas y avoir de stylo qui flotte. Finalement, elle s'est bien mise. Vous avez vu que le module s'est mis avec le bouclier thermique dans le bon sens. Si elle était en rotation et tout ça, il se pourrait très bien que ça ne se stabilise pas. Quand on rentre dans l'atmosphère, il faut avoir le bon angle de rentrer dans l'atmosphère. Si vous rentrez avec un angle trop faible, vous rebondissez sur l'atmosphère. Si vous rentrez avec un angle trop fort, vous tombez plein pot verticalement dans l'atmosphère, vous êtes vaporisé dans l'atmosphère. Il faut vraiment rentrer avec le bon angle. Et il y a une incertitude de quelques degrés pour faire ça, de position. On ne peut pas arriver en disant « ouais, c'est tranquille, à plein, puis non, ça ne va pas le faire, ça ». Donc, elle rentre là-dedans. Voilà les débris comme on les voit. Ça, c'est très réaliste. Il y en a un qui est un peu plus rapide, on peut se demander pourquoi. Mais enfin, bon, bref, il y a des frictions ici. Ça, c'est très bien. Il y a des petits qui sont peut-être... Voilà. Tout ça, c'est très bien. Il y a les parachutes qui vont se déclencher. Tout ça, toute cette phase-là, elle est très très belle. Et on ne l'a jamais filmé, cette phase-là. Il n'y a jamais quelqu'un qui est là pour filmer ça. Donc on sait comment ça se passe, mais on ne l'a jamais filmé. Par contre, ce qu'on a vu, c'est des choses comme ça. Je vais arrêter là, parce qu'après, il rentre dans son parachute. Voilà, ça, on l'a déjà vu, ça. C'est exactement ce qu'on voit dans le film. Ça, c'est les débris, mais qui sont vus du sol, et suivis depuis du sol. Un cargo de l'ISS, 2 jours après avoir quitté l'ISS, il est désorbité, et il tombe sur la Terre, spontanément. 2 jours après, il rentre dans l'atmosphère de la Terre, il est détruit par friction atmosphérique. Et donc ce qu'on voit, c'est ça. C'est exactement tous ces petits débris qui tombent, tous ces machins, c'est exactement ce qu'ils représentent dans le film. Donc ça, c'est plutôt bien représenté. Bon, ben ça fait 1h15 que je parle, donc je vais m'arrêter là. L'ISS est toujours là. Vous voyez que c'est la vraie ISS, c'est pas dans le film. Le film, ils ont pris exactement les plans de l'ISS. Remarquez qu'il y a un truc qui est assez marrant, c'est que la ISS fait 450 tonnes. On ne sait toujours pas comment on va la désorbiter. Pour l'instant, elle est en orbite. On ne sait pas ce qu'on va en faire quand on s'en servira plus. On se retrouvera une solution, mais pour l'instant, voilà, il y a 450 tonnes de futurs débris orbitaux, si on ne les gère pas. Voilà, donc les problèmes ne vont peut-être que commencer. Bon, merci de votre attention. Et puis là, on a 20 minutes, 25 minutes pour les questions. Merci à vous. Bon, merci Monsieur Lehoucq. Donc on va passer à la partie questions-réponses. Enfin, j'espère qu'il y a de nombreuses questions. Il y a 2 enseignants qui vont circuler avec des micros sans fil. Donc vous levez la main et puis Monsieur Lehoucq va vous répondre. Je vais poser la première question. Vous nous avez dit que l'ISS nécessitait des dispositifs gyroscopiques pour modifier la position de la station afin que les panneaux photovoltaïques puissent être optimisés vis-à-vis du Soleil. Or, à cause des phénomènes de friction, la station descend au niveau orbital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, ces frictions, elles sont dues à l'atmosphère résiduelle à 450 km d'altitude. Il reste encore un tout petit peu d'atmosphère, évidemment pas beaucoup, mais suffisamment pour que la station spatiale, avec son énorme surface et sa grande vitesse, en frottant là-dessus, ça lui fasse perdre un peu d'énergie, et un système qui est en orbite autour de la Terre et qui perd de l'énergie, perd de l'altitude et gagne de la vitesse. J'ai bien dit, je le redis pour que ce soit très bien entendu, un système en orbite autour de la Terre qui perd de l'énergie, perd de l'altitude et gagne de la vitesse. Il est plus rapide après avoir perdu de l'énergie. Quand on dit une voiture perd de l'énergie, ben elle ralentit en général. D'accord ? Donc dans les systèmes qui sont avec la gravité, un truc qui bouge et qui est dans la gravité, quand il perd de l'énergie, il descend d'orbite et il gagne de la vitesse. Et plus il gagne de la vitesse, plus les frottements sont importants. Pour 2 raisons, il est plus bas, donc dans des couches atmosphériques un peu plus denses, et il est plus rapide, donc les frictions sont encore augmentées à cause de sa vitesse. Et comme elle varie, la puissance de friction varie comme le cube de la vitesse, et bien ça frotte de plus en plus, et plus ça frotte, et plus ça frotte, et plus ça frotte, et plus il tombe, et plus il tombe, et plus ça frotte, et à la fin il tombe vraiment, comme ça. À la fin il est, on dit, désorbité. Il finit par tomber dans l'atmosphère de la Terre et être détruit par les frictions atmosphériques très importantes pour le coup,
Dès qu'on est à 30 km d'altitude, ou même à 20 km d'altitude, avec des vitesses de 20 000 km par heure, je peux vous dire, le matériau, il est complètement volatilisé. La température monte à 2000 degrés, ça volatilise et ça brise absolument tout. Donc, la station spatiale, à cause de ces frottements résiduels à 450 km, perd un peu d'altitude. Typiquement, c'est de l'ordre d'une dizaine de mètres, je crois, par mois. Une dizaine de mètres d'altitude. Ça paraît pas grand-chose, mais quand on fait ça sur des mois et des mois, ça finit par faire beaucoup. Et puis quand on quand on veut éviter, il y a aussi des changements d'altitude qui sont faits sur la station pour éviter des débris que l'on connaît, que l'on suit. Donc là, il y a aussi des changements d'altitude qui se font pour des raisons simplement de sécurité de la station spatiale. Et donc voilà, au final, il y a besoin de pouvoir la changer d'orbite régulièrement, et ça se fait. Il y a des vaisseaux Soyouz qui sont accrochés à la station spatiale. Il y en a deux. Il y en a un qui est là pour les secours des astronautes. En cas de grave problème, il faut une évacuation très rapide. Ils mettent dans le Soyouz, ils se barrent. Au moins, ils sont en dehors du coup. Et puis, il y a un deuxième vaisseau Soyouz qui est là pour la propulsion de la station. Il sert en fait à amener Soyouz ou d'autres vaisseaux, mais par exemple un vaisseau Soyouz, il sert à amener le cargo, comme on dit, il sert à amener le ravitaillement. Il sert aussi de poubelle. Donc, le vaisseau Soyouz arrive, il est plein de ravitaillement. Ils prennent le ravitaillement, ils mettent leurs poubelles, ils mettent les poubelles, ils mettent les poubelles, ils mettent les poubelles. Ils s'en servent éventuellement pour se propulser avec la propulseur qui reste dans le vaisseau Soyouz. Ils séparent le vaisseau Soyouz. Il le balance, il le désorbite, et toute la cargaison de déchets, tout le vaisseau Soyouz, tout est détruit dans sa retombée dans l'atmosphère. D'accord ? Donc on se débarrasse des ordures comme ça, en les mettant dans un... Parce qu'évidemment, dans l'espace, les ordures, vous les posez pas, vous les jetez pas comme ça, quoi, parce qu'elles restent là. D'ailleurs, ça vous incite à penser, à réfléchir. Il y a un documentaire, il y a un excellent petit film YouTube là-dessus de l'Agence spatiale européenne. Pensez aux toilettes de l'espace, ça rigole pas. Ça reste là. D'accord ? Donc il faut un peu gérer ça. Les douches dans l'espace. Vous douchez, vous vous noyez. Vous remplissez le truc, ça remonte, ça flotte autour de vous. Donc les douches dans l'espace ont une aspiration vers le bas. L'eau, elle coule en haut et elle sort en bas. Ça, c'est maintenant, il y a des douches dans l'espace. Mais avant, il n'y avait pas de douche. On se nettoyait avec des lingettes imprégnées. Donc on prenait une lingette au savon, on se frottait, une lingette mouillée, on se rinçait, on balançait les lingettes. Enfin, les balançait. On en faisait un tas, on le mettait dans le Soyouz et on balançait le Soyouz. Donc pendant longtemps, il n'y a pas eu de douche dans l'espace. Maintenant, on a des douches, c'est grand luxe. Enfin, ils ont des douches. Donc tout est compliqué dans l'espace. Du fait que la pesanteur apparente est nulle, tout est compliqué. D'ailleurs, vous pouvez vous demander comment vous faites pour vous peser dans l'espace. Tiens, j'ai une question pour vous. Vous voulez savoir quelle masse vous faites ? Sur la Terre, c'est facile, vous montez sur la balance, il y a marqué 65 kg, vous êtes content, faites 65 kg. Maintenant, dans l'espace, faites comment ? Je vous laisse réfléchir à ça. Il y a une question là-bas, c'est ça ? Là, mademoiselle. Du coup, j'ai entendu parler à la télévision qu'il y avait un propulseur. Je vous entends pas bien, mademoiselle. J'ai entendu à la télévision qu'il y avait un propulseur qui avait réussi à atterrir sur la Terre, un propulseur de fusée. Est-ce que du coup, à ce jour, il est possible de détruire les déchets qui restent en orbite ? Est-ce qu'il y a un système spécial ou pas ? Alors, pour l'instant, les déchets qui sont en orbite, on les laisse en orbite. Mais les agences vont bien devoir se poser un jour ou l'autre la question de les ôter, de dépolluer l'espace. Mais c'est pas facile du tout, parce que il faut faire un rendez-vous avec le déchet, et il faut le prendre et il faut le désorbiter. Donc c'est compliqué. Et puis le truc que vous avez envoyé, s'il reste là, c'est un nouveau déchet qui est plus gros que celui que vous avez envoyé éventuellement. Donc il faut que ce que vous envoyez, l'espèce de ramasse-miettes orbitale, il faut qu'il puisse se déplacer en orbite, qu'il puisse changer d'orbite. Donc il ait des moyens de propulsion personnels, ou qu'on puisse le ravitailler en propulseur en permanence. C'est très compliqué. L'air de rien, c'est très compliqué. Le truc comme dans James Bond, là où il y a une espèce de vaisseau qui arrive, qui prend le satellite, et puis qui s'en va avec, non, quoi. On va pas le faire. Donc c'est assez compliqué. Pour les petits déchets, on pourrait imaginer un satellite qui tourne, et puis il a par exemple un laser assez puissant pour désintégrer les plus petits objets. Il les échauffe, et puis ça les vaporise, et puis ils finissent par retomber éventuellement. Mais on n'a pas encore fait ça. On ne sait pas en fait gérer cette pollution de débris orbitaux. On ne sait pas la gérer. Pour l'instant, on s'en accommode. Et les agences essaient maintenant d'avoir des bonnes politiques pour limiter la production de déchets orbitaux. Et par exemple, le retour de premier étage de fusée, ça fait partie de ça. Ça fait partie de cette limitation des déchets orbitaux. Mademoiselle.
Bonjour. Bonjour. Donc je voulais savoir, moi ça n'a pas vraiment de rapport avec le film, mais je voulais savoir pourquoi dans l'univers, tout ce qu'on connaît, tout ce qui est planète et étoiles, pourquoi ça a une forme sphérique et pas carrée. Je pense, vous êtes en terminale? Oui. Alors je pense que vous pouvez répondre tout seul à la question, vous allez voir. Mais c'est pas. Non, mais je n'ai pas pour moi. Ils se moquent de vous, ils sont peu charitables parce que je pense que, un, ils ne s'étaient pas posé la question, et deux, ils ne savent pas la réponse. Alors, qu'est-ce que vous voyez qui a une forme sphérique? Les planètes. Bon. Et qui est-ce qui a plutôt pas de forme sphérique dans le système solaire? Est-ce que vous voyez des objets qui n'ont pas de forme sphérique? Mais vous ou les autres, hein, tout le monde peut répondre, il n'y a pas spécifiquement vous, hein. Vous ne sentez pas visé. Est-ce que vous voyez, par exemple, la Lune, elle est sphérique? Bon. Est-ce que vous voyez les satellites des autres planètes? Il y en a qui sont assez petits, ou les astéroïdes, ils n'ont pas de forme sphérique. Ah bon? Ah oui, voilà. Donc voilà, les astéroïdes n'ont pas de forme sphérique. En fait, si vous regardez bien, faites cet exercice chez vous en rentrant ce soir. Je vous fais confiance. Vous allez sur Internet, qui est votre ami, et vous regardez astéroïdes, vous regardez planètes, vous regardez satellites de planètes géantes, de satellites de Jupiter, de Saturne par exemple. Et vous les regardez les photos. Et vous allez voir, vous allez vous convaincre que, vous regardez leur taille. Et vous pourrez vous convaincre aisément que tous les objets qui sont en gros en dessous de 500 km de diamètre, tous les objets plus petits que 500 km de diamètre, ils ont des formes curieuses. Vous vous rappelez de la comète Churyumov-Gerasimenko? Vous l'avez vu peut-être dans les journaux. Vous regardez la comète aussi. Tous ces objets-là de petite taille, petit ça veut dire moins que 500 km, ils sont bizarres. Ils ont des formes un peu bizarres. Au-delà de 500 km, notamment vous regarderez l'astéroïde Cérès, qui fait 900 km, vous regardez l'astéroïde Vesta, qui fait 550 km, Cérès, les gros satellites des planètes géantes, la Lune, les planètes, le Soleil, tout ça c'est énorme, ils sont tous sphériques. Donc votre remarque elle est pertinente. Eh bien ils sont sphériques pour une raison simple, c'est que ce qui leur donne leur forme, c'est qu'ils sont suffisamment massifs pour que leur gravité domine toute autre forme d'interaction dans le corps. Leur forme leur est imposée par leur propre gravité. Et la gravité est une force à symétrie sphérique. La gravité, vous le savez, ne dépend que de la distance. L'intensité de la force gravitationnelle entre deux corps ne dépend que de la distance entre les corps et pas de leur orientation relative, mais que de la distance entre les corps. Et comme la gravité est une force à symétrie sphérique, les objets qui subissent leur propre gravité sont sphériques. Donc les objets du système solaire qui sont sphériques sont les objets qui sont suffisamment gros pour que leur propre gravité l'emporte sur toute autre forme d'interaction, et la gravité qui l'emporte impose une forme sphérique ou quasi-sphérique. Il y a bien des montagnes, bon, quasi-sphérique. C'est la gravité qui l'emporte, donc ils sont sphériques. Et pour les plus petits corps, en dessous de 500 km à peu près, la gravité commence à devenir vraiment, on va dire, négligeable ou faible, de sorte que le corps peut avoir des formes bizarres, comme nous. On a une forme bizarre qui n'est pas sphérique. Parce que ce n'est pas ma propre gravité, tout à fait minable, qui donne ma forme au corps. Qu'est-ce qui donne votre forme? Pas votre forme, mais votre cohésion à votre corps, c'est la force électrostatique, les liaisons chimiques entre les atomes et les molécules de votre corps. Donc c'est une force de nature électrique, et quand c'est la gravité qui domine, quand on est assez gros, c'est sphérique. Donc quand c'est l'électricité, l'électrostatique qui domine, c'est la forme n'importe quoi. Quand c'est la gravité, c'est sphérique. Merci. Voilà, mademoiselle. En tout cas, c'est une bonne question. Enfin, vous êtes posé une très bonne question. Vérifiez, faites-moi plaisir ce soir. Je ne le saurai pas, mais vous direz, ça lui fera plaisir. Vous vérifiez, vous regardez hein, les corps que vous ne connaissiez pas dans le système solaire, les gros, les petits, vous regardez Internet, Wikipédia, tout ça. Il y a plein d'images, vous trouverez. Et vous verrez que c'est vers 500 km, justement. Et ça se calcule. Le deuxième truc, c'est que ça se calcule, ces 500 km, on peut le calculer. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, au début vous avez dit que le seul moyen de chuter sans percuter la Terre, c'était d'avoir une vitesse latérale. Oui. Suffisante. Suffisante, oui. Mais imaginons qu'il y a un trou énorme qui aille jusqu'au centre de la Terre, qui remonte de l'autre côté et qu'on saute dedans. Qu'est-ce qui se passerait? Ah ben à votre avis, je pose la question. Vous faites un énorme trou là, qui passe par le centre de la Terre, et qui débouche de l'autre côté, 12 756 km plus loin. Inutile de dire que ça ne va pas facile à faire, mais on s'en fout, on est en physique, on se marre. On fait le trou,
Il y a le trou qui est là, vous vous jetez dedans, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des réponses possibles, on va faire en grandeur nature. Désolé. On va prendre une réponse possible. Il n'y a pas de bonne ou de réponse, on s'en fout. Hein. Là, moi, le but, c'est pas de vous mettre minable avec la physique, on s'en fout. Hein. C'est de discuter de physique. Je pense qu'on s'arrête au milieu. Alors, mademoiselle pense qu'on s'arrête. Donc, vous allez tomber vers le trou et vous allez vous arrêter au milieu. Est-ce que vous avez un argument pour ça ou c'est simplement votre intuition générale? Un argument en plus pour justifier cette position, éventuellement? On s'arrête au centre de gravité de la Terre. Vous serez au centre de gravité de la Terre, exactement. Au centre de la Terre, quel est le champ de pesanteur de la Terre au centre de la Terre? 0. 0. D'accord? Donc on pourrait se dire, ah ben c'est 0, je vais m'arrêter. Ça se défend. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que d'autres propositions? Jeune homme, il y a une réponse, enfin des réponses. Alors on ne devrait pas dire boomerang. Vous pourriez mieux dire. Nanana. Nana. Vous pourriez mieux dire. Vous êtes en terminale scientifique, vous aussi. Donc vous avez dû voir l'oscillateur harmonique. Non, vous n'avez pas vu l'oscillateur harmonique? Le ressort avec une masse au bout. Zoing. Un oscillateur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous avez raison, en première intention, il y a un trou, vous vous jetez dedans, vous tombez. Vous tombez, vous tombez, vous tombez, vous tombez, vous tombez. Simplement, le champ de pesanteur que vous subissez, il est de plus en plus faible au fur et à mesure que vous rapprochez du centre de la Terre. Au centre de la Terre, il est nul. Mais quand vous arrivez au centre de la Terre, vous avez une vitesse qui est non nulle. Il n'y a rien qui vous arrête. Vous continuez tout droit. Et là, vous êtes décéléré, vous êtes accéléré au début. Vous arrivez au centre de la Terre, l'accélération devient nulle. Et ensuite, vous êtes décéléré. Vous arrivez de l'autre côté du trou. Vous arrivez au bord du trou de l'autre côté. Hop, vous faites un petit pas et vous êtes posé. Et c'est fini. Si vous faites rien, vous repartez dans l'autre sens. Et vous oscillez entre les deux positions. Vous partez de vitesse nulle, vous accélérez plein pot, votre vitesse maximale est au centre, et vous décélérez, vous arrivez à vitesse nulle, et vous repartez. Maintenant, la question qui tue, c'est quoi la période du mouvement? Un aller-retour. À votre avis? C'est un résultat de physique magnifique. Faites-le si vous savez le faire. La période du mouvement, c'est exactement égal à la période orbitale à 0 mètre d'altitude. Autrement dit, quelqu'un qui est en orbite autour de la Terre à 0 mètre et quelqu'un qui la traverse par le diagonal, ils se croisent 2 fois par période. Ils peuvent jouer au G-chèque. Ils font un coup toutes les demi-périodes. D'accord ? Et la période est 88 minutes, donc ils peuvent faire un coup toutes les mettons 45 minutes. D'accord ? Donc on fait ça, on oscille dans cette situation-là et on fait le tour. Ou les autres font le tour. Voilà. C'est un très joli problème de mécanique impossible à faire en pratique. Mais qui coûte rien. Si on sait faire ça, pour aller aux antipodes, vous vous jetez dans le trou, vous tombez, vous êtes accéléré plein pot, vous arrivez de l'autre côté, vous êtes décéléré, vous arrivez à vitesse nulle, vous faites un pas, vous êtes arrivé. Et vous avez mis une demi-période, donc 45 minutes pour arriver. C'est génial, c'est le métro transterrien. Mais c'est pas facile à faire. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis enseignant avec l'équipe en sciences physiques. Ouais. Et on a une question, enfin on a un problème en relativité restreinte. Et je ne sais pas si vous pourriez répondre maintenant ou après la... Après, quand vous voulez. C'est pour vous. Je vais demander alors. Dites-le maintenant. Pas de facile à expliquer, mais... c'est toujours une histoire de référentiel en mouvement relatif et rectiligne uniforme. Ouais. Et on imaginons qu'un observateur regarde un train transparent, imaginons, avec un pendule lumineux, vertical. Un pendule lumineux, ça veut dire la lumière fait des allers-retours, des rebonds dans le train. Ça. On obtient, selon la théorie d'Einstein, 2 temps mesurés selon l'endroit où on se trouve. Si vous êtes dans le train ou sur le quai qui a passé le train. Et donc, généralement, dans le train, on mesure une durée plus courte que si on regarde passer le train qui se déplace à une vitesse. Dans le train, on mesure une durée plus courte que si on regarde passer le train, oui. Oui, et on observe aussi une contraction des longueurs du train. Alors là, si on parle de durée plus courte, vous allez voir ce qu'on appelle d'abord dilatation des durées. Ça veut dire celui qui mesure dans le train, celui qui voit l'aller-retour entre les deux miroirs qui font le rebond de la lumière, il mesure une durée qui est l'aller-retour divisé par la vitesse de la lumière. Normal.
normale, Ouais. et le gars qui voit passer le train, la lumière, il la voit faire ça. Ouais. Il la voit partir vers le miroir qui se déplace, donc la lumière, il la voit faire ça. Il lui voit parcourir une distance plus grande. Il parcourt cette distance plus grande à la même vitesse. C'est ça qui est le point fondamental derrière ça. C'est que la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel inertiel. Et comme il parcourt une distance, comme il voit la lumière parcourir une distance plus grande, il va me trouver un temps plus long pour faire l'aller-retour. Et donc, c'est ce fameux phénomène de dilatation des durées. Alors, la question que je me pose, enfin qu'on se pose, c'est qu'il prévoit aussi une contraction de l'espace, enfin du référentiel qui se déplace. Et Alors du coup, ça, il faut le c'est- faire. Ça, pour le comprendre, ça, il faut le faire. Ça passe pas avec un pendule ou à votre, comme vous appelez pendule lumineux, votre horloge à lumière, dont les deux miroirs seraient face à face et selon un axe perpendiculaire à l'axe de mouvement. Vous la mettez, les deux miroirs, vous les mettez dans le sens du mouvement et vous demandez quelles sont les longueurs mesurées à chaque fois par chacun. Et il y a un petit raisonnement aussi qui permet d'aboutir au résultat que la longueur mesurée par la personne qui est sur le quai est plus courte que la longueur mesurée par la personne qui est dans le train. Et ça nécessite d'avoir une idée très claire de qu'est-ce que ça veut dire mesurer une longueur. Mesurer une longueur, c'est mesurer l'intervalle d'espace qui sépare deux positions au même temps. Au même temps. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc c'est un problème de simultanéité. Et voilà. Que la simultanéité dépend du référentiel. Donc quelqu'un qui va dire au même temps pour lui, c'est pas au même temps pour l'autre. Et donc du coup, ils vont trouver des longueurs différentes. C'est en gros ça l'idée. L'idée qui est derrière ça, elle est là. Donc c'est très important d'avoir compris que mesurer une longueur, c'est mesurer l'intervalle d'espace qui sépare deux positions au même temps. Ok. Et juste, on peut Ça vous déprime, hein, les autres là. Vous dites là, qui sont fous. C'est ça la physique. C'est pas déprimant, mais ça peut être compliqué. Ça déprime. On peut pas recalculer, on peut pas retrouver en calculant. Enfin, j'arrive pas à trouver le raisonnement qui amène à calculer la même vitesse c dans le référentiel mobile et le référentiel. On va le faire tout à l'heure. On regardera ensemble tout à l'heure. Je veux bien. Pour pas épuiser tout le monde. C'est pour ça que je vous posais la question. On essaiera de trouver la réponse à votre question ensemble. Question plus simple. Est-ce qu'il y a encore une question? Une dernière ou la dernière? Ah oui, parce qu'après il y a l'heure pour vous. Il y a vos autobus qui partent sinon. Ils ont tous faim, ou ils sont tous épuisés par la physique. Une dernière question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment on a déterminé la masse du Soleil et comment on peut déterminer la masse d'une exoplanète. Alors, comment on a déterminé la masse du Soleil? Alors, pour déterminer la masse du Soleil, on a tout simplement utilisé la troisième loi de Kepler, à condition de connaître à la fois la période de la Terre, de révolution de la Terre autour du Soleil, ça c'est pas très difficile, mais de connaître la distance Terre-Soleil, et ça c'est beaucoup plus difficile. Ça n'a été connu que très tardivement au XVIIIe siècle, mesuré. Donc une fois que vous avez les deux, vous avez la masse du Soleil. Parce que dans la troisième loi de Kepler, vous avez A3 sur T2, le cube d'une migrante, le cube du rayon sur le carré de la période qui est égal à quelque chose qui dépend de la masse du Soleil. En fait, de la somme masse du Soleil plus masse de la Terre. La Terre c'est un microscopique rien du tout, donc vous allez déterminer la masse du Soleil comme ça. On pèse les astres par la troisième loi de Kepler. Le trou noir au centre de notre galaxie, qui fait 4 millions de masses solaires, on l'a pesé en mesurant simultanément pour des étoiles qui sont en orbite autour du trou noir, on a mesuré simultanément leur période de révolution autour du trou noir, enfin autour d'un objet qu'on ne voit pas, et le demi-grand axe de leur orbite. Et troisième loi de Kepler, en gros, froidement, ça donne la masse. Pour les exoplanètes, exactement pareil. Exactement pareil. D'accord ? Sauf que pour les exoplanètes, c'est subtil, on mesure la somme des masses, étoile plus planète, et pour avoir la masse de la planète, il faut autre chose, et là, il faut regarder l'orbite de l'étoile. Il faut essayer de l'orbite de la planète, pour avoir la position du centre de gravité, et donc le rapport des masses. La position du centre de gravité entre l'étoile et la planète va dépendre du rapport des masses. Donc vous mesurez la somme des masses, vous mesurez le rapport des masses, et donc vous déduisez les masses de l'étoile et de la planète. C'est toujours la troisième loi de Kepler. Hein. Ça marche, c'est très fort. C'est bon, miam miam. On a faim maintenant. La physique c'est gentil, mais ça nourrit pas. Ah, mademoiselle. Vous avez une question. Je voulais savoir si c'était possible de créer un trou noir artificiellement sur Terre.
Pas avec ce qu'on sait faire actuellement. Pour créer un trou noir, il faut mettre beaucoup de matière dans pas beaucoup de volume. Et pour vous donner une idée de l'effort à fournir, si on devait transformer la Terre entière en trou noir, il faudrait la comprimer dans un volume qui est une sphère de 9 mm de rayon. Donc ça veut dire crunch. Bon, on ne parle pas de la Terre, on va pas comme déconner, mais par exemple cette télévision-là, si on la transforme en un trou noir, il faudrait la transformer en un truc qui soit, je sais pas, j'ai pas le calcul en tête, mais quelque chose qui soit de la taille d'un électron, voire peut-être plus petit que la taille d'un électron. Donc voilà, on ne sait pas faire ça. On n'a pas les mêmes. Mais c'est ça l'ampleur de l'effort. Heureusement, on ne sait pas faire ça pour l'instant. Et même si on savait le faire, ça ne serait pas forcément grave. Ah, il y a plein de questions maintenant. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui arrive à un objet quand il rentre dans un trou noir? Eh ben, on le sait, on peut le calculer, on peut l'estimer, et donc on peut le décrire en mots à partir de ce que l'on pense de l'équation. Ça va dépendre du trou noir, évidemment. Si on prend un trou noir qu'on appelle stellaire, c'est-à-dire un trou noir qui a une masse de l'ordre de quelques fois la masse du Soleil, 3, 5, 10 fois la masse du Soleil, alors l'objet qui rentre, il va être complètement déchiqueté avant d'arriver à ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, la limite entre l'intérieur, disons, et l'extérieur. Et il va être déchiqueté par des forces de marée qui vont être absolument gigantesques. Par exemple, sur 1 mètre, la force de marée qu'il existe entre la différence de force de la force de marée, c'est la différence de force de gravitation. Si on parle en termes de force, qui n'est pas bon, bon bref, c'est la différence de force ou d'intensité de la force de gravitation. Sur 1 mètre, les forces de marée, elles correspondent à des milliards de gravitations terrestres. Des milliards. C'est-à-dire que si toi qui fais 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres, on s'en fout, 1 mètre, 2 mètres, c'est pareil. Entre tes pieds et ta tête, si tu tombes, tes pieds tu tombes vers le trou noir, avec tes pieds vers le trou noir et ta tête à l'opposé, tu vas te sentir étiré avec une force qui va correspondre environ à plusieurs milliards de fois ton poids. Crunch. Quand tu t'approches assez près, quand tu es très très loin, rien du tout. Si tu es à 1 milliard de kilomètres, 1 million de kilomètres, ça t'arrivera rien. Et si maintenant tu fais la même chose sur un trou noir supermassif, donc quelque chose qui pèse 20, 30, 40, 100 millions de masses solaires, donc beaucoup beaucoup plus lourd, tu peux pénétrer dans le trou noir sans être déchiré par les forces de marée. Mais tu seras déchiré par les forces de marée à l'intérieur, plus à l'intérieur. À la fin, ça se finit mal, tout le temps. Mais tu peux avoir une chance de passer la frontière, s'il est assez massif. Sinon, t'es pulvérisé. En même temps, on a l'impression, je dis une chose quand même sur le coup du trou noir, c'est qu'on a l'impression que le trou noir, c'est le machin qui avale tout, c'est l'aspirateur à matière, ah là là, c'est une catastrophe. Si on remplace le Soleil par un trou noir, comme ça, là, par un coup de baguette magique, un trou noir de la même masse, donc le Soleil va devenir, au lieu d'avoir 700 000 km de rayon et une masse solaire, ça sera un trou noir qui aura une masse solaire, mais 3 km de rayon, donc là on aura un petit objet qui a la même masse, l'orbite de la Terre, pareil, ça ne change rien, il n'y a pas, il y a un trou noir, on est foutu. Il fera plus jour, quoi. Il n'y aura plus de lumière, mais c'est tout. L'orbite, elle continue tranquille. Il n'y a pas, on va tomber sur le trou noir, c'est une catastrophe. Les trous noirs, il se passe des choses vraiment curieuses quand on est assez proche de leur rayon de l'horizon. Pour un trou noir d'une masse solaire, 3 km, quand tu es à 4, 5, 10, 20, 100 km, il se passe des trucs vraiment bizarres par rapport à l'habitude. Quand tu es à 100 000, 1 million, 1 milliard de kilomètres, il ne se passe rien de spécial. Comme d'habitude, on va dire. Comme la gravitation newtonienne que tu apprends en terminale. C'est vraiment proche de l'horizon qu'il se passe des trucs. Ah, il y a encore une question là-bas. Bonjour, je suis élève de BIA de seconde. Est-ce que près d'un trou noir, le temps change? Oui. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on parlait tout à l'heure de relativité restreinte. La mesure des durées, la mesure de la durée qui sépare deux événements dépend de l'état de mouvement de celui qui fait cette mesure. Ça veut dire, si moi je suis... Ça, c'est. Alors, on va revenir sur le trou noir. Hein. C'est-à-dire, on est tous les deux là. On a une différence d'âge de beaucoup. Beaucoup. On n'est pas des jumeaux. Mais maintenant, on soit des jumeaux, donc on a le même âge, la même gueule, on est des vrais jumeaux parfaits, la même chose. Il y en a un qui prend une fusée qui part très très vite et qui revient sur Terre. Il y a deux événements. L'événement, le jumeau est parti, et l'événement, le jumeau est revenu. Celui qui est resté sur Terre avec son chronomètre, il mesure, mettons, 10 ans. Celui qui est dans le vaisseau jumeau qui est parti, avec son chronomètre à lui, il mesure 2 ans. Il peut, par exemple, mesurer 2 ans. Ça va dépendre, 2 ans, 10 ans, ça va dépendre de la vitesse à laquelle il est parti. Il faut que ce soit des vitesses assez proches de celles de la lumière pour que l'effet soit important. Ça, c'est un premier effet
des mesures de durée qui sont distinctes et qui dépendent de l'état de mouvement. Il y a un deuxième effet qui est les horloges au sol. Une horloge au sol retarde par rapport à une horloge qui est en orbite. Les horloges au sol retardent par rapport à une horloge en orbite. Une horloge au sol, c'est-à-dire qu'elle est dans un champ de pesanteur, on va dire ça comme ça, plus important qu'une horloge qui est en orbite. Elle retarde. Et donc, si le champ de pesanteur est encore plus grand, au voisinage d'un trou noir, elle retarde encore plus. Donc les effets qu'on voit dans l'interstellaire sont plausibles, un peu extrêmes, même très extrêmes, mais ils sont plausibles. Alors maintenant, si on doute de ça, on peut se dire, ah oui, c'est bizarre, tout ça. Juste pour se convaincre comme que ça marche, le système de positionnement par satellite, les systèmes de positionnement par satellite, le GPS notamment, mais le système russe ou le chinois ou l'européen, tous pareils, ils utilisent des horloges atomiques en orbite autour de la Terre, qui sont donc en déplacement relatif par rapport à nous et dans un champ de pesanteur plus faible. Ces horloges atomiques, elles retardent ou avancent, selon l'effet, pour l'effet de vitesse, à peu près 6 millionièmes de seconde par jour, et pour l'effet de gravité, de 45 millionièmes de seconde par jour. Ce qui fait un bilan de 40 millionièmes de seconde par jour. En 40 millionièmes de seconde, la lumière se déplace de 12 km. Si le réseau GPS ne corrigeait pas ces décalages, la précision serait complètement minable, puisqu'il se décalerait de 12 km par jour. Donc le GPS qui vous positionne à 10 mètres près, disons, ou au mètre près sur Terre, s'il ne tient pas compte de ces effets relativistes, de relativité restreinte et de relativité générale, les durées mesurées dans les champs de pesanteur ne sont pas les mêmes selon l'intensité des champs de pesanteur, eh bien s'il ne tenait pas compte de ça, il ne fonctionnerait pas. Voilà, donc le simple fait que le GPS fonctionne, c'est d'une certaine façon une conséquence directe de la dilatation des durées par le mouvement relatif et de la contraction des durées ou du décalage gravitationnel des durées dû à la gravitation. Voilà. Merci. Donc ça marche vraiment. Ah, encore une question. Bonjour. Là, vous lâchez plus l'affaire, là. Les questions. Dans Gravity, dans Gravity, à la fin, la femme se relève assez facilement. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, pourquoi pas. Elle a subi quand même beaucoup de frayeurs, mais elle se relève. Pourquoi pas? Elle n'a pas été cassée. Elle est restée. Ça dépend combien de temps elle est restée dans l'espace. Quand on reste en apesanteur pendant une longue période, les muscles s'atrophient, on grandit un petit peu, et les muscles s'atrophient, même si les astronautes s'astreignent à faire, je crois, entre 2 et 3 heures de musculation, de vélo d'appartement. Il faut qu'ils soient accrochés à la surface, de vélo d'appartement par jour, pour ne pas trop détonifier, pour pas trop perdre leur tonus musculaire. Si les gens qui restent en apesanteur pendant 6 mois, 1 an, quand ils arrivent sur Terre, ils peuvent même plus lever le bras. Ils sont dans leur siège, on les sort de la capsule, ils sont posés dans le truc, ils disent super, puis voilà. Et non, ne peut pas bouger, ne peut rien faire. Et ils sont ensuite transportés, allongés, et ils refont de la musculation, ils refont de la kiné, ils refont tout un processus médical pendant plusieurs mois pour être à nouveau capables de marcher sur Terre. Ça, c'est pour ceux qui sont restés vraiment longtemps dans l'espace. Cette jeune femme, on ne sait pas combien de temps elle est restée. Ouais. Il semble que c'est une mission de réparation du télescope spatial, que c'était la spécialiste du télescope spatial qu'elle répare. Donc c'est probablement une mission courte de l'ordre d'1 semaine. Donc elle doit pouvoir se relever sans aucune difficulté en arrivant. Ok, merci. Voilà. Voilà, donc on va en rester là pour les questions parce qu'on a des contraintes de quart qui vont vous ramener vers le lycée. Encore merci Monsieur Le Houck pour cette conférence.